sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité en direct. La preuve que nous sommes en direct, il est 16h05 et 20, 22 secondes, 23, 24, 25. Jean-Luc Lemoyne est là. Philippe Vandel. Annie Lemoine. Stevie Boulet. Et Stéphane Poquelin. Oh, on se va, Philippe, t'as vu comment... On se va, c'est quoi ce chautron, quoi? C'est quoi, qu'est-ce que t'as fait à tes vœux, quoi? Comment tu t'es téchou, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, le bizarre Stevie, on le reconnaît pas, dit. C'est vrai qu'on a l'impression... J'ai cru que c'était le Kemedaya, moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Stevie? Eh bien, en faisant de la peinture, je me suis renversé de la peinture sur la tête, donc j'étais obligé de me couper les cheveux. Voilà. C'est pas vrai. Mais oui, c'est qu'il faut quand même dire aux auditeurs que Stevie a le crâne Ronaldo, c'est rien. D'ailleurs, il ressemble à Ronaldo. Tu ressembles à Ronaldo. C'est dingue, c'est Ronaldo. Ah oui, mais c'est fou alors. Le talent footballistique en moi, évidemment. Enfin, je sais pas, je vous ai jamais vu jouer au football en même temps. Ronaldo, l'ancienne coupe de Ronaldo, pas la coupe du monde avec le pubis féminin sur la tête. Bah, on s'y fait, hein. Non? Un pubis féminin sur la tête? Non, attendez, ce qui me raconte, ce qui m'intéresse, pardon, Stevie, c'est, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Allez, si, Vandel, je dis, la coupe Ronaldo sans le pubis féminin sur la tête. Il me dit, ah non, je dis, on s'y fait. Il me dit, pas pour moi. Ça commence fort. Annie Lemoine, vous qui avez changé de coupe de cheveux, aux grandes dames non. Aux grandes dames de nombreux messieurs. Alors. Et moi, je le trouve très sexy comme ça. Vraiment. C'est ta vraie couleur, ça, pour le coup. C'est ma vraie couleur. Parce qu'il est noir. Voilà. Il a gagné en virilité, c'est terrible. Ouais. On a quitté le fils de Plastique Bertrand. En revanche, ces t-shirts deviennent de plus en plus courts, mon cher Jean-Luc. Tu aimes ça? Non, attendez, ce qui m'intéresse, c'est comment ça vous est arrivé. Vous dites que vous étiez en train de peindre. Quoi d'abord? Alors, j'étais en train de peindre... Parce que si c'est une aquarelle, on comprend pas. Ouais. Non, j'étais en train de peindre le plafond et j'avais vu au téléachat... Vous faites ça vous-même, vous peignez le plafond. Voilà, je peins le plafond moi-même. Et j'ai vu au téléachat, en regardant la télé il y a quelques mois, un truc où tu mettais la peinture dans le rouleau. Et tu l'as acheté. T'as cru que ça marchait. Voilà, et on met la peinture dans le rouleau, mais on en met quand même une sacrée quantité, et on roule comme ça sans arrêt. Et vous êtes au bout du rouleau. Voilà. Ça s'appelle faire des Et crépis. je passe le rouleau sur le plafond et le truc s'est ouvert et j'ai tout pris sur la figure. Ouais. Quel bricoleur. Alors que ce qui est génial, c'est que dans le téléachat, ils disent fini la peinture sur la tête. Grâce à ce rouleau, il y a juste un mec qui n'y arrive pas. C'est moi. Non, mais plus personne ne vous reconnaît dans la rue, c'est fini. Non, bah non, c'est bien. Tu peux prendre le métro alors? Ah non, n'exagère pas quand même. Chacun sa place. Hein. Chacun sa place. C'est de l'humour. Ah. Et comment ça se passe? Est-ce que tout a suivi? Est-ce que Bourriquet, tu l'as coupé les oreilles? Non, mais... C'est dingue quand même. Non mais regardez, Stéphane Poquelin, Stevie Boulet fait plus exotique, si j'ose m'exprimer ainsi, que vous. Je vois que vous osez beaucoup en fait rentrer. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, je retrouve mes origines. Hein. Je suis algérien, faut pas oublier. Ah, c'est ça. Voilà. Je savais pas d'où tu venais. Bah ouais, je suis d'Algérie. Voilà. Bon, très bien. Bah écoutez, non mais c'est bien, ça met un peu d'air dans cette rentrée. Ah bah tout à fait, parce que là on savait pas de quoi on allait parler. Surtout, il se passe rien en ce moment. Il s'est rien passé pendant l'été. Il y a en boucle sur toutes les chaînes de radio pendant l'été. Grave accident cet été, Stevie s'est renversé un pot de peinture sur la tronche. Rebondissement, il s'est coupé les cheveux. Et pardon, juste une question pour vraiment clore le truc, tu repeignais quoi? Le plafond. Non mais le plafond d'où? De ma maison. D'accord. Voilà. Il va pas encore peindre le plafond chez les autres. Le plafond de son jardin. Non, c'était chez un ami, parce que Steve fait des chantiers pendant l'été aussi. Voilà. Non, mais c'est dingue que vous fassiez ça vous-même, parce que moi je ne saurais pas, je dois le dire, repeindre. Bah lui non plus. Hein. Alors là, détrompe-toi, mon cher. Voilà. Mais j'ai passé mon permis, j'ai fait plein de choses intéressantes. Ah ça on le sait, un auditeur nous a envoyé un email hier pour nous dire que c'était le 18 juillet précisément. Exact. Voilà, et il nous a même dit, et il passe le permis moto bientôt, parce que ça fait 6 mois qu'il conduit Harley sans permis. Harley, c'est le nom de votre chien, on va pas rappeler les vieilles blagues d'hier, déjà. Voilà. Hein. À part ça, Annie Lemoine, bonnes vacances. Excellent. Je m'intéresse un peu à vous. Ah, c'est mignon. Excellente. Non, mais j'ai visité la petite île de Respiro, on en avait parlé à la télévision, l'île de, le film a fait un carton, et ben je suis allé voir là-bas, c'est comme dans le film. Ah oui? Il y a des caméras. Il n'y a pas Valéria Golino, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, c'est beau. Ah ouais, vraiment. Très bien, bonnes vacances. Donc bon, t'as branché ou pas? Le Sicilien est brun aux yeux verts.
Sachez-le. Accrochez-vous. Mais t'as des choses à nous raconter, Annie? Non, pour rigoler. Ah oui, racontez-nous un peu comment. Non, mais allons-y carrément. Comment baise le Sicilien? Non, pas du tout. J'ai passé des vacances d'adolescente chaste et voilà, j'ai appris à parler un petit peu l'italien, c'est tout. Bon, parfait. Stéphane Pocrin, vos vacances? Excellentes vacances. Bon. Vraiment, je suis resté à Paris. Et c'était vraiment Paris l'été, c'est merveilleux. Tout le monde part en vacances, donc il faisait un peu chaud, mais très très bien. Ah oui, vous avez remarqué ça vous aussi alors. Il y a des infos, j'en regrette pas d'être venu le mardi. À vous le moine, Jean-Luc? Un peu de Montréal pour aller jouer et puis la Grèce. La Grèce. Avec Perry Cochin, je crois savoir. Avec Perry Cochin, entre autres, oui, sur une petite île magnifique. Il paraît que le naturisme était non. Bienvenue sur la plage. Nous attendons d'ailleurs le retour de Perry Cochin dans cette émission cet après-demain, je crois, pour en savoir un peu plus sur votre anatomie, mon cher ami. Ah non, mais non, moi je suis très pudique. Moi je suis seul. Elle m'a dit ça. Je suis seul sur la plage en doudoune. Hein, c'est. Allez. Ah non. Ah, vous ne pratiquez pas le. Non, et puis surtout sortir de l'eau qui est quand même un peu fraîche. Ça n'avantage pas l'homme, donc de toute façon, il est hors de question que je me mette comme ça. Comment ça n'avantage pas l'homme? Mais arrêtez, vous savez que ça rétrécit. Ah oui? Oh, genre. Ouais, mais c'est pour les gens un peu plus âgés, ça. Sur les jeunes, D'accord, ambiance. Non, mais quand t'es jeune, tu peux aller dans l'eau froide. Je sais que moi, quand je vais dans l'eau froide, je ressors, c'est comme si j'étais dans l'eau chaude. Toi, t'as acheté un truc au téléachat, toi. Téléachat échaudé, ne crains pas l'eau froide. Allez, le courrier des auditeurs, on va continuer. Après, on parlera de l'actualité de Raffarin, des autres. Mais enfin bon, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est avant nous. Les Français payent leur redevance télé et c'est pourquoi ils ont regardé la demi-finale du 100 mètres hommes hier, m'écrit Denis Gaillard. Pourquoi en effet? Pour savoir à quelle vitesse filait leur pognon. C'est pas mal ça, puisque pognon était le nom du Français qui était qualifié en demi-finale. Il n'a pas remporté cette demi-finale puisqu'il n'était pas en finale manifestement, mais cette finale a été remportée en revanche par un monsieur venu des îles des Caraïbes qui s'appelle Collins. Kim Collins. Voilà, j'ai déjà oublié son nom, j'en ai parlé ce matin pendant 4 minutes. Voilà. J'ai déjà oublié son nom, faut le faire. Hein. Vous avez été surpris par cette victoire, Stéphane? Ah non, moi je m'attendais à ce que ce soit un noir qui gagne. Hein. Écoutez, non, Carl Lewis par exemple, il était noir. Il était noir. Oui, on peut dire ça. Il a bien débranché. Il a bien débranché. J'ai déjà oublié, c'est vieux Carl Lewis. C'est déjà vieux, c'est déjà. Il y a 10 ans. J'ai eu un doute. Non, c'est Karl Marx qui était rouge. Il était rouge, Karl Marx. Non, parce qu'il bronzait mal. Voilà. Non, mais dans la finale, ce qui était étonnant, c'est que c'est quand même depuis 20 ans la finale la plus lente. Il y a personne en dessous des 10 secondes. Oui, mais il faut savoir aussi que c'est en France qu'il y a les contrôles antidopage les plus sévères. J'ai entendu ce midi journal. Ceci expliquant cela peut-être. Europe Midi, excellent journal, nouveau journal d'Yves Calvi, que Jean-Claude Perrin, qui est consultant ici sur Europe 1, ancien entraîneur, ancien champion de lui-même en athlétisme, expliquait qu'effectivement tous les athlètes étrangers avaient eu la trouille, mais vraiment parce que les Américains particulièrement n'ont pas de fédération comme chez nous, donc c'est plutôt des cas, il faut juger à l'individuel, mais que chacun évidemment avait pris ses précautions. Il fallait pas qu'il soit accompagné par un type avec une mallette un peu suspecte. Et ça, c'est les heureux bénéfices de la loi Marie-Georges Buffet. Et voilà pourquoi c'est à cause de Marie-Georges Buffet que les coureurs courent moins vite. Ils ont arrêté de s'en mettre dans le buffet. Peut-être que le PCF aussi en même temps. Vous avez vu, il y avait aussi une chose inédite. Vous avez vu la une de l'équipe aujourd'hui? Allez-y. Normalement, le coureur qui gagne, plus on fait un bon temps, plus on prend les couloirs centraux. Oui. Donc on a le 3, le 4 ou le 5. Et là, pour la première fois depuis très longtemps de ma mémoire, c'est le couloir 1. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit le type qui gagne et qui regarde les autres qui sont en train d'arriver. Je trouve ça formidable. On voit le type complètement à l'extérieur qui est en train de mater les mecs. Alors vous êtes là, voilà. Et vous avez remarqué, il y a une autre originalité chez lui par rapport aux autres coureurs. Regardez bien. C'est qu'il a les épaules couvertes. Il a un Bermuda. Des chaussettes. C'est le seul à porter des chaussettes jusqu'aux genoux. Voilà. C'est quasiment des jartelles, oui. Des chaussettes. Vous fantasme avec un coureur athlète. Non, mais quand même, ça monte très haut. Non, mais il faisait combien hier? Il faisait 30 degrés. 30 degrés. Il a des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. C'est peut-être là son secret, allez savoir. Hein. Il était couloir numéro 1, effectivement, un des couloirs les plus difficiles, Jean-Luc. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on attribue les couloirs en fonction des temps des demi-finales, et il est arrivé 4e de cette demi-finale, donc dernier qualifié, et c'était réservé pour la finale, mais il avait lui-même surpris d'être premier quand même. Hein. On va en reparler de l'athlétisme dans un instant, mais je continue avec le courrier, parce qu'il y a d'autres choses. Bruno, par exemple, nous écrit: savez-vous pourquoi Chirac a tardé à faire une déclaration au sujet de la canicule? Vous savez qu'il était au Québec en vacances avec Bernadette, voilà, et il n'est pas rentré. Alors, parce qu'il ne voulait pas faire d'ombre à Raffarin.
Oui. C'est mignon. Oui, genre il voulait qu'il crève, Ouais. quoi. Alors, bah, c'est ça que ça veut dire. Non, je traduis. Ce matin, j'étais dans ma cuisine à 8h42, m'écrit Marie, quand soudain j'ai entendu votre générique et j'ai poussé un grand cri de bonheur, alerté par ce cri. En effet, je suis revenu pour faire la chronique le matin à 8h40. Et elle dit alors, alerté par ce cri, mon mari est venu voir ce qui m'était arrivé, et un peu gêné. J'ai dit rien. Puis il a entendu votre voix et il m'a dit d'un air très sérieux, ok, j'ai compris, je suis à nouveau libre entre 4 et 6 l'après-midi. C'est mignon bien. quand même, c'est une belle histoire, le type C'est qui bien. cocufie Marie pendant qu'elle nous écoute. Puis c'est moral en plus. C'est moral, voilà. C'est vraiment bon de vous retrouver, nous écrit Ewen, ça c'est plutôt gentil. Ah, à propos des clims, vous savez qu'on a parlé beaucoup de la clim hier, évidemment. Et Johan m'envoie un email me disant, concernant les clims qui soi-disant véhiculent des maladies, comme cela a été dit dans votre émission hier, c'est une fausse idée des Français qui habitent en France. Je suis française et j'habite aux États-Unis. C'est peut-être pas une référence, mais ici j'utilise la clim et de toute façon on n'a pas trop le choix. Et pourtant on n'a pas, nous, 10 000 morts en été, tout ça grâce à cette clim. De plus, la climatisation filtre la pollution extérieure, les bactéries, etc. Et oui, les filtres, ça existe. De plus, le réseau météo est extraordinaire aux États-Unis. On est averti dès qu'il y a le moindre pépin, qu'il fasse froid ou trop chaud. La clim n'est peut-être pas la solution miracle, mais en attendant, ça marche. J'ai été stupéfaite quand j'ai entendu que les nouveaux bus parisiens n'allait pas avoir de clim, mais seulement un ventilateur qui ne fera finalement que brasser l'air chaud, alors que la clim pourrait rafraîchir et filtrer au contraire les bactéries des transports en commun. C'est pas Ouais. faux? Elle a raison, mais on n'a pas tout à fait dit ça hier. C'est que la clim apporte des maladies dans les hôpitaux, ce qu'on appelle les maladies nocosomiales. Il y a beaucoup de gens malades dans les hôpitaux. Comment? Nosocomial. Nosocomial, merci. Voilà. Nocoso, c'est un cheval. Après, il tire en l'air, un truc. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, c'est dans les hôpitaux qu'il y a ça. C'est bien la clim. Non, mais il y a un deuxième désavantage avec la clim, c'est que c'est un peu, Ça consomme plus que ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est que le problème de la clim, c'est que comme ça rejette des gaz à effet de serre, en réalité, ça continue à contribuer au réchauffement de la planète. Donc ça pollue dehors et pas dedans, oui. il a raison. Et Donc il faut que et j'enlève ça ma réchauffe. clim. Bah Et merde. c'est la raison pour laquelle, notamment, on n'a pas équipé les bus, les nouveaux bus avec une climatisation, parce que lorsque c'est sur des bus ou des automobiles, comme c'est très mal isolé, ça en rejette encore plus dans l'atmosphère. À propos de la clim, Madame Bachelot, cet été, avait eu une phrase formidable. Ah Vous oui. vous souvenez qu'elle avait fait une conférence de presse pour nous aider à surmonter cette sécheresse, on peut dire, et surtout essayer d'économiser de l'énergie, parce qu'à un moment donné, on avait peur d'avoir, comme aux États-Unis, une énorme panne de courant à cause de cette canicule. Alors elle avait dit qu'il fallait que chacun préfère la douche au bain. Voilà, déjà ça permettait d'économiser de l'eau Moi, et je préfère les bains douches. Alors ensuite, elle avait dit d'éteindre les pièces dès qu'on les quittait. Oui, ça c'est souvent. De se passer du sèche-linge. J'avais dit surtout pas de sèche-linge cet été, Mme Bachelot. Et là, la plus belle bêtise quand même qu'elle ait prononcée, c'est qu'elle avait dit garez votre voiture à l'ombre afin d'éviter à voir mettre la clim trop fort. Alors il y a deux bêtises là-dedans, parce qu'évidemment la clim des voitures n'a aucun rapport avec la consommation d'électricité. Et la deuxième bêtise, c'est que de toute façon, on essaye tous de garer notre voiture à l'ombre, Madame Bachelot. Oui. Si on ne la gare pas à l'ombre, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Oui. Garez votre voiture à l'ombre. Oui, Madame Bachelot, on voudrait bien. Et moi j'avais entendu quelqu'un, c'était Roselyne Bachelot, mais qui disait aussi qu'il fallait laisser les fenêtres ouvertes des voitures. Je l'ai fait, on m'a piqué mon autoradio. Économie d'énergie. Ah oui, si c'est la radio que vous c'est vrai. écoutiez. Autre email. Je suis en Californie, il est 9h du matin et j'écoute avec bonheur votre émission par internet, d'autant plus que vous parlez des élections et de Schwarzenegger. C'est vrai qu'on a parlé de Schwarzi hier. Et justement, Jean-Luc Lemoyne a sur son t-shirt un des concurrents de Schwarzi là-bas en Californie pour les prochaines élections sénatoriales, c'est ça? Et c'est qui alors ce petit C'est bonhomme? Gary Coleman, c'est Arnold de Arnold et Willy. Voilà, et il est candidat lui aussi. Ouais, il paraît. Face à Schwarzenegger. Ça va être superbe les débats. Ah oui, Et j'imagine. c'est quoi son programme à lui? Je sais pas. Plus de sitcom. Oui. Et des donuts. Autre chose, qu'est-ce que j'ai dans les emails d'intéressant? Est-ce que j'ai une bonne blague quand même? Ce serait pas mal une bonne Ah blague. bah Annie, elle en a de toute façon donc. Ah oui, c'est vrai, une bonne blague d'Annie Lemoine peut-être? Bah, c'est Jean-Luc qui me l'a raconté juste avant de venir. Allez-y. Comment on fait pour appeler un chien qui n'a pas de pattes? On l'appelle pas, on va le chercher. C'est très bien, Annie. Alors, C'est vraiment, c'est un vrai camarade. Lui, tous les bien les pétards blagues de mouillés, Jean-Luc et Lemoyne, tous les ça. plans foireux. Oh, la solidarité entre le moine. vrai. elle est nulle votre histoire. Mais oui, bien C'est sûr. un Sicilien qui vous l'a raconté. C'est archi nul. Mais non, c'est dans Mickey, c'est ça? Non, non. Picsou. Oui, pareil. Alors les blagues de Picsou et de Mickey sont désormais interdites Ah, ne me demandez pas des histoires drôles, vous savez bien que c'est pas ma... Hein? dans Bon. cette émission, autant vous le dire. Allez, on va passer à quelque chose de plus sérieux.
En parlant maintenant, dès maintenant même, d'athlétisme, puisque nous avons au téléphone Monsieur François Pépin. Bonjour Monsieur Pépin. Bonsoir à tous. Vous êtes l'entraîneur de deux garçons qui, ce soir, vont faire parler d'eux, puisqu'ils sont en finale du 400 mètres. Deux garçons qu'on appelle un peu les Eric et Ramsey de l'athlétisme. Tout à fait, oui. Hein, c'est ça, je les ai vus un soir, un week-end sur Stade 2, faire un petit sketch avec une sorte de tableau, un paperboard, et s'amuser à faire un mini-sketch façon Eric et Ramsey. Ils ont beaucoup d'humour l'un et l'autre. Oui, il faut avoir beaucoup d'humour quand on fait une épreuve où il y a beaucoup de souffrance. Hein. Ah, c'est dur le 400 mètres. C'est très très dur. Plus que le 100. Tout à fait. 4 fois plus. Oui. Et on s'allonge à la fin, mais pour d'autres raisons. Oui, parce que vous revenez là évidemment sur l'incident de cet Américain qui avait été disqualifié pour faux départ à la suite d'un autre faux départ, mais qui n'était pas dû à sa propre personne, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette règle? Cette règle, elle existe, il faut l'appliquer, et puis l'honorer, la respecter, c'est tout. Alors ce soir, c'est vers 21h50, je crois, au Stade de France évidemment, mais aussi, j'imagine, sur le service public, France 2 ou France 3, qu'on verra nos deux tricolores en finale. Ça va être quand même curieux, parce que c'est deux copains, ils vont courir ensemble, l'un contre l'autre. Est-ce que l'un a plus de chances que l'autre, vous qui êtes leur entraîneur, de gagner ce soir? Enfin, de gagner, en tout cas, une médaille. Si vous voulez, j'ai pas beaucoup de références là-dessus, puisque j'avais comme mission personnelle que je m'étais donnée qu'ils ne se rencontrent qu'une fois cette année en finale des championnats du monde. Donc, pour le moment, il y a quasiment peu de différence, qu'il y a que 6 centièmes d'écart. Je dirais, ça va être à l'enthousiasme ou à la forme du moment. Mais moi, je connais pas bien l'athlétisme, mais ils s'entraînent ensemble, j'ai lu. Ils font jamais des petites courses ensemble, comme tous les joueurs de foot font des matchs les uns contre les autres à l'entraînement. Ils ont jamais couru l'un contre l'autre, ne serait-ce que pour s'entraîner? Lorsqu'on s'entraîne, on court pas l'un contre l'autre, on court l'un avec l'autre. Il y a l'entraîneur donne des consignes, donc il se peut que sur certaines séries, l'un mène tout, et puis que sur d'autres séries, ça soit l'inverse. Mais vous êtes jamais amusé à les faire partir ensemble, alors? Non, vaut mieux éviter des rivalités aiguës à l'entraînement. Alors, ne les positionnons pas l'un contre l'autre, mais plutôt l'un avec l'autre et contre les autres athlètes. Ces salauds d'étrangers. Qui vont courir ce soir. Est-ce que un des deux, sans dire lequel, a une chance, ou est-ce que les deux ont une chance de médaille? C'est ce que on va faire un sport d'équipe ce soir. Je vais avoir une petite réunion avec eux du type équipe de rugby. C'est-à-dire que ça va être l'un et l'autre contre les autres, effectivement. Et on espère que cette stratégie va un petit peu mettre un peu plus de pression sur leurs adversaires qui redoutent leur finish, afin de les déstabiliser un petit peu, et que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre en profitent. Jean-Luc Lemoine. Et est-ce qu'on sait déjà quel couloir ils vont avoir tous les deux? Oui, côte à côte. Le même. Tout à fait. Alors, on trouvera Marc au couloir 5. Marc Fakil. Entre deux Américains, donc un très bon couloir. D'accord. Par contre, Leslie sera en aveugle au couloir 8. En aveugle? Oui. Et ce sera pas plus dur pour lui? Il part devant, comme c'est long, il y a un virage, donc il part devant et les autres partent derrière lui. C'est en aveugle. Et j'avais lu une interview un papier de Michael Johnson qui disait que Leslie avait une meilleure foulée, enfin en tout cas courait mieux, et Marc Fakil avait un meilleur finish, même si c'était un peu moins orthodoxe la façon dont il courait. C'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Je dirais que à la fin de sa course, Marc défie les lois de l'équilibre. Mais est-ce qu'on a une chance, en clair? Oui. Sincèrement, je la garde pour moi cette grosse chance, mais je pense qu'ils ont une chance. Vous savez, comme je vous l'ai dit auparavant, le 400 mètres est l'épreuve la plus dure, donc de toute façon, il y a des séquelles des deux courses. Et ça sera au plus courageux, au plus aventurier. Faut juste qu'il fasse attention de ne pas recevoir un coup de marteau. Non, je dis ça parce qu'il y a Manuel Amonte-Brun aussi qui lance le marteau aujourd'hui, et je ne déconne pas parce que j'ai lu ça dans Le Monde. C'est un fait rarissime. Un marteau lancé par un concurrent slovaque lors des épreuves de qualification samedi dernier a atterri dans le couloir numéro 1 de la ligne droite d'arrivée, alors que les concurrentes d'une série du 100 mètres femmes s'apprêtaient à prendre le départ. Un attentat. On les compte. C'est un véritable attentat, effectivement, mais c'est pas si rare que vous le pensiez, puisqu'il y a quelques années, pendant une course de demi-fond, un marteau avait été tombé juste devant les coureurs. C'est pas vrai. Et moi, j'avais vu aussi un javelot tomber sur un juge. Oui. Ah oui, mais ça, c'était fait exprès. Et vous, alors, François Pépin, on raconte dans les journaux ce matin que la Fédération française d'athlétisme, elle vous porte pas trop haut dans son cœur. C'est-à-dire que vous continuez à entraîner ces deux garçons-là, mais un peu en défiant la fédération. Non, je la défie pas. C'est-à-dire que on m'appelle le renégat, je préfère être un gentleman cambrioleur. C'est-à-dire que je suis pas autorisé officiellement à faire tout ce que je fais, mais je le fais. Bon,
En tout cas, et vous le faites bien puisque les deux garçons sont en finale ce soir du 400 mètres. On va leur souhaiter évidemment à l'un et à l'autre bonne chance en suivant effectivement plus particulièrement dans les derniers mètres, si j'ai bien compris, Marc Rakil. Il y a même une expression qui est née faire le Rakil, c'est-à-dire courir au-delà de ses forces. Voilà, courir à la Rakil, au-delà de ses forces, vraiment dans les derniers mètres. C'est ce qu'il sait faire. Tout à fait. Bon, on va suivre ça de très près. C'est ce soir à 21h50. On vous remercie, on vous applaudit, François Pépin. Je vous remercie de mon encouragement. Ils sont marrants tous les deux, hein. Ouais. On dirait Stevie l'an dernier et Stevie cette année. Oui, c'est vrai, il y en a qui a les cheveux plus longs. C'est tout à fait ça. Vous courez vite, Stevie. Vous savez combien vous faites au 100 mètres? Moi non, pas du tout. Ah non. Mais je cours très vite, effectivement. Ah bah alors, vous pouvez pas savoir si vous courez très vite, si vous savez pas combien vous faites. C'est jamais doublé, par rapport aux autres, je cours plutôt vite. Oui, enfin, si c'est une course avec Claude Sarraute, par exemple. Comment vous savez que vous courez très vite? Parce qu'on vous a pas encore rattrapé. Non, mais puis je fais des progrès. Maintenant, j'ai un coach qui m'aide et tout à faire du sport et on fait du footing tous les jours et forcément, on améliore sa performance. Un coach. Ah bah ouais, j'ai décidé de prendre mon corps en main. Faut dire que quelqu'un le fasse, oui. Un peu de musique, si vous le voulez bien, avec Kyo. Oh, j'adore. Ah bah oui, ça a été un des succès de l'été. Leur album se vend comme des petits pains. S'appelle Le Chemin, c'est le titre de l'album. Mais ce n'est pas la chanson qu'on entend maintenant. Un des succès de cet été, Kyo. La rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Sachant que la Halle propose pour les enfants de 2 à 12 ans une tenue complète avec un haut, plus un pantalon, plus une doudoune sans manches, sachant que le total ne fait que 24,99 €, résultat, une rentrée premier prix réussie. La Halle. Offre valable jusqu'au 10 septembre sur les articles signalés par étiquette. Avec le booking bonus du Club Med, plus vous réservez tôt, plus vous gagnez des... Un exemple. Si vous réservez maintenant pour mars 2004, le booking bonus vous fait gagner 200 €. En fait, pour gagner des... Il vous suffit de penser qu'en mars, vous ferez de la... ou du... Incomparable Club Med. Offre soumise à condition. Réservez tôt au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Fini les amours de vacances. Vous verriez la tête de mon fils Thomas, amoureux transi. Oh, s'il avait pu ramener sa Juliette sur la galerie de la voiture. Depuis qu'on est rentré, il compense. Il vide le frigo, je remplis le frigo. Il vide le frigo, je remplis le frigo. Heureusement, grâce au petit prix de mon supermarché Casino, moi aussi, je compense. Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Coca-Cola. On va se gêner la suite jusqu'à 18h, toujours avec Annie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Stéphane Poquelin, Philippe Vandel et Stevie Boulet. Un mot peut-être sur cette incroyable évasion collective à la maison d'arrêt d'Ajaccio, une évasion telle qu'on en rêve, oui. Hein, avec des draps attachés, des barreaux sciés. Bah, les draps attachés, c'est normal pour des prisonniers. Attachés. J'ai compris, des draps attachés. Je me disais, c'est quoi ces détails? Qu'est-ce qu'ils racontent? Des draps attachés, oui. voilà. C'est vraiment à l'ancienne. Ah oui, comme les rapetous dans Mickey. Comme dans les films, et d'ailleurs on s'est pas aperçu tout de suite de leur évasion, et puis on n'est pas sûr de les récupérer ces garçons-là, parce qu'avec l'hospitalité corse qu'on connaît, oui, ils ne sont pas des terroristes. Justement, je voyais le procureur hier soir, enfin la procureure, voilà, en l'occurrence, qui disait oui que l'hospitalité corse n'avait rien à voir avec le fait d'héberger des délinquants qui devaient purger leur peine de prison, donc elle disait ça très fermement. Et puis l'instant d'après, dans le reportage, on la voyait avoir peur que sa voiture soit plastiquée, parce qu'il y avait certainement un môme qui, en passant, vous savez, quand les voitures sont toujours un peu sales, dans la poussière avait écrit FLNC, et elle était absolument terrorisée. Enfin, c'est une scène qui à l'image faisait peur, parce qu'on comprenait à quel point les gens qui représentent l'État en Corse peuvent avoir vraiment peur d'exercer leurs fonctions. Oui, mais attention, maintenant Sarkozy connaît toutes les bergeries. Oui. Annie. Oui. C'était dans Mickey, ça? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que les Corses sont peut-être moins hospitaliers maintenant avec les détenus, après tous ces avertissements, et qu'en plus de ça, ils ont sillonné la région, les gendarmes, et ils connaissent maintenant effectivement tous les repères, toutes les cachettes. Ouais. Je comprends pas pourquoi de préciser qu'il faut pas recueillir les prisonniers, enfin ceux qui sont partis hier. C'est-à-dire que les autres, on avait le droit. Comment ça se passe? Est-ce que après chaque évasion, on va dire tiens, lui vous pouvez pas? Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il faudrait afficher les têtes de ceux qu'on
qu'on peut héberger, oui, ceux qu'on peut pas héberger. Vous avez raison. Oui. Non, mais c'est vrai que pour Yvan Colonna, tous les Corses, ça veut dire, mais moi, enfin tous, non, n'exagérons rien, parce qu'il y a beaucoup de Corses qui nous écoutent qui vont être fâchés là encore. Mais oui, et puis vous avez une voiture. mais les Corses, en tout cas, qu'on a interrogé à la télévision. Alors le prisme télévisuel n'est peut-être pas évidemment un bon échantillon de ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui est sûr, c'est que les Corses qu'on voyait à la télévision disaient mais moi aussi, si Colonna avait frappé à ma porte, je l'aurais hébergé. Alors ceux qui sont évadés hier, peut-être qu'ils sont pas Corses en même temps. J'ai pas. Attendez que je regarde un peu leur nom. Jean-Paul Croza, 36 ans, Frédéric Mattei, 34 ans, Jérôme Lucionic. Et ce serait drôle que je donne les noms puis que dans le public fasse présent. Je suis en train de penser à ça. Dans une école corse. Ouais. Présent. Les Corses très bons au relais 4x100 mètres d'ailleurs. Hein. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y a pas de témoins. Enfin, voilà, non, ça barde quand même en ce moment là-bas. C'est vrai que les représentants de l'État ont peur. Il y a des attentats ou des règlements de compte tous les jours. La violence monte d'un cran en Corse, titrait encore le journal Le Monde hier soir. Et là, ils ont dit, il y a un truc qui va Vous y étiez, vous, encore cet été? Pas du tout. Ah bon? D'habitude, vous y allez tous les ans? Non, j'y allais tous les ans jusqu'à il y a une dizaine d'années. Tu boycottes? Pour des raisons, je n'y vais plus pour ces raisons-là. C'est vrai? Pour des raisons politiques, parce que je me rappelle très bien. C'est horrible, j'ai pas envie de le raconter. Si. Non, je me souviens d'un article d'une femme corse qui disait que certains groupuscules pratiquaient en signe de représailles le viol sur des femmes dont ils n'étaient pas, ils partageaient pas les opinions, et j'ai trouvé ça tellement scandaleux que je me suis dit j'irai plus jamais mettre de l'argent là-bas. Voilà. Bon, très bien. Que ce soit vrai ou faux, c'est vrai que c'est dans le journal. Alors peut-être c'est faux, mais en tout cas je l'ai lu. Je me dis plus jamais. Donc voilà, maintenant je vais sur la Côte d'Azur. Ouais, mais tu peux pas faire une généralité avec tous les Corses quand même. Enfin, non, mais comme on sait toujours qu'on paye de fait plus ou moins l'impôt révolutionnaire pour des raisons X ou Y, qu'il y a tout le temps de l'argent qui est injecté dans le circuit qui se retrouve ailleurs, je me suis dit autant le donner à la mafia du Var, quoi. Voilà. Parce que vous étiez dans le Var? Non, je plaisante, mais c'était pour faire la phrase. J'étais à Saint-Paul-de-Vence. Voilà. C'est très joli ça aussi. C'est très beau. Très joli. On joue à la pétanque sur la place. Exactement. Yves Montand, Simone Signoret. Oui, et puis plus il y a plein de jeunes filles qui passent en disant c'était mon père, ils veulent le déterrer. C'était vachement bien. Le secret de la minceur. Non, il y avait une histoire. Je vais raconter une histoire terrible. Un matin, je vais au café. C'est pas du tout un endroit people, parce que c'était très à la mode il y a 20 ans, mais maintenant c'est vraiment has-been. Depuis qu'Yves Montand n'est plus là. Voilà. Et alors, il y a encore un peu Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal et compagnie. Oui, mais là il y avait un célèbre hôtel. Oui, la Colombe d'Or. Il y avait c'est là où vous étiez? Pas du tout, non, pas du tout. Je louais une maison, et alors j'étais le truc en face où il y a les gens qui jouent au boule, et il y avait Roland McDan. Ah oui. Vous vous souvenez de Roland McDan? Tout à fait. J'adore Roland McDan, moi. Comment? Non, j'aime beaucoup Roland McDan. Moi aussi. Et alors il lisait à quelqu'un des extraits de son dernier sketch. Et il parlait très très fort avec son portable et il y avait aucune vanne. Et tous les gens qui étaient là étaient complètement consternés parce qu'ils disaient tu vois ça va être drôle, ça va faire rire les gens. Et là je lui dis et pourquoi pas deux? Et rien n'était drôle. Voilà, comme je viens de le raconter, c'était terrible. Moi, j'ai vu le spectacle de Roland McDan l'année dernière à Montréal, justement, et il va jouer, je crois, l'année prochaine, et il est vachement bien. Ah bon? Non, vraiment, je vous jure, Vandel. Ah bah là, les répétitions, c'était pas bien. Enfin, forcément, à Saint-Paul-de-Vence, sur une place, en train de jouer à la pétanque. Qu'est-ce que vous voulez, Vandel? Mais il a le droit de dire ce qu'il veut. En plus, il rapporte des conversations privées. C'est comme si moi, je me mettais à raconter que j'avais vu Bachelot à Biarritz. Non, parce que c'était public. Vous avez vu Roselyne Bachelot? Non, parce que j'ai vu quelqu'un qui l'avait vu. Et alors, ça, c'est de l'info. Ah, ça, c'est de l'info. Alors, vas-y. Alors là, on est dans le gossip total. Et alors, elle ne mettait pas les pieds sur la plage parce qu'il y avait des boulettes, elle restait au bord de la piscine, vous voyez. Ah oui, ça c'est vrai qu'il y avait des boulettes. Alors, Ah oui, si. j'ai marché dedans. Ah c'est vrai? Ouais. Après la peinture. Non, c'était à la Cano. Et Vous alors, connaissez ça la porte Cano? bonheur. Bien sûr, on connaît la Cano. On dit le Cano. Et non, bah, il y en avait vraiment partout dans l'eau, sur la plage, et c'est vraiment ça, crade, c'est quand même peut-être finalement un des scandales de l'été dont on a peu parlé, c'est que je crois quand même qu'on a. Alors évidemment, en même temps, c'est bon pour le tourisme et c'était difficile d'alerter bien les gens et les touristes. Mais un des scandales de cet été, c'est quand même que on nous a pas suffisamment dit que les plages étaient pleines de boulettes et qu'on pouvait pas se baigner sans revenir. Et c'était mon cas, hélas, dans le Sud-Ouest aussi, avec du pétrole sur les jambes ou sur les pieds. Ouais, d'un autre côté, juste qu'en Normandie. c'est quand même avantageux. Parce qu'en général, quand t'arrives en août, on se fout de ta gueule. Là, tu te baignes une fois, t'es bronzé. Ah non, mais c'était dingue. Ah bon, on ne pouvait pas poser le pied sur la table sans revenir avec une boulette sous le pied. Ça n'a pas été suffisamment dit, je trouve, sur les antennes pour des gens qui quand même parfois ont bien du mal à se payer des vacances, choisissent leur destination et sont emmerdés tous les jours avec des boulettes de fioul. Bon, ça n'empêchait pas qu'il y ait du monde sur les plages parce qu'une fois que vous y êtes, vous nettoyez, c'est tout. Mais bon, non mais c'est vrai. C'est vrai. Non, Pocrin. Et moi, ça me fait penser, vous savez, avant, il y avait une vieille publicité
publicité. C'était en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et maintenant, pour la pollution, c'est le contraire. On n'a pas d'idées, mais on a du pétrole. Ouais. C'est pas faux. Une disparition que je voudrais vous signaler. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu sur Europe Midi, le nain Pierral. Vous vous souvenez de Pierral? Alors si, bien sûr. C'est ici même dans cette émission que j'ai appris qui était le nain Pierral, parce que vous l'avez appris l'année dernière. Le nain Pierral est mort. C'est le nain le plus célèbre du cinéma français. Le nain il connu. est mort. Pardon? Le nain connu. Le nain connu, si vous voulez. Oui. Il aurait eu. Maintenant, il y a Mimi aussi. Pardon? Mais non, en nain, il y en a pas qu'un inconnu. Il y a une naine. Moi, je sais pas qui c'est, lui. C'est qui? Je vais vous le dire. C'était le premier, justement. C'est le premier. Moi, je le connaissais quand j'étais gamin. Pierral, c'était un des célèbres nains. On voyait beaucoup de films, et particulièrement le premier. Il avait 18 ans quand il a joué dans Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné. Il a ensuite joué Le Messager dans l'Éternel Retour. C'est quand même des grands classiques du cinéma français. Et son visage était connu de tous les Français de cette génération. Je peux comprendre effectivement que vous, Stevie, ou vous, Stéphane Pocrin, qui n'avez pas vu beaucoup de films. Regarde les informations, nous on est désolés. Ne sachez pas qui est Pierral, mais ça dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, Pierral. Non, Vandel? Oui, moi je connaissais son nom, j'aurais pas pu citer Les Visiteurs du Soir comme ça, mais oui, je le connais. Voilà. Enfin, je voyais qui c'était. 1m23, il faisait Pierre. Je vais vous montrer, tenez comment il est là. C'est drôle parce que sur Internet, on a recherché quels étaient les nains célèbres, outre Pierral. Il y a effectivement justement le petit Gary Coleman que vous portez sur votre Mais t-shirt. je l'ai fait exprès, ce t-shirt, j'ai pas mis pour rien. Vous savez, je travaille un petit peu pour Amy Mathy et Gérard Rolls. Et aussi le Passe-Partout. Vous avez le nain de Fort Boyard aussi. Passe-Partout. Et puis il y avait aussi le nain de l'île Fantastique. Toulouse-Lautrec était nain aussi. Vous vous rappelez pas de l'île Fantastique, Tatou? Tatou, ah oui. Est-ce que Hervé c'est- Villochez. Voilà, c'est ça. Tom Pouce était nain aussi. Le général Charles Sherwood Stratton, général Tom Thumb, était nain lui aussi. Alors il y a différents types de nanisme. Ça, je ne pas d'onanisme. Ne me regardez pas comme ça, Pocrin. Il y a différents types de plus loin nanisme. L'achondroplasie, c'était ce dont souffrait, si on peut dire, Pierral, et c'est le même type de nanisme qu'Amy Mathy. Michel Petrucciani aussi, lui, c'était une ostéogenèse imparfaite. Toulouse-Lautrec, c'était une cnidodystose, et Charles Sherwood Stratton, c'était un nanisme proportionné. Voilà. Quant à Gary Coleman, celui que vous avez sur votre t-shirt, c'est de l'insuffisance rénale. Et Hatchoum? Pardon? Hatchoum. Mais lui, c'est un ruban. Oh là là. Elle revient, elle est à bloc. Elle a dû passer son été à regarder Canal Jimmy. Attends, mais c'était... Bon, Fanny Lemoine, Ouais. une grande journaliste. Mais c'est fini. Maintenant, t'as une humoriste. Oui. C'est ça qui me fait peur. On l'avait interrogé, évidemment, plusieurs fois, Pierral, sur son nanisme. Un journaliste avait osé lui demander, est-ce que ça ne vous gêne pas d'être petit? Et il avait répondu, si ça me gêne, mais beaucoup moins que vous. C'est une belle réponse, quand même. Et il avait écrit ses mémoires, un livre intitulé Vue d'en bas. Voilà pour le nain Pierral. Juste une question, il est mort à quel âge? J'ai dit presque 80 balais. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Voilà. Et il habitait Montmartre. Moi, à l'époque où j'habitais Montmartre, on le voyait souvent. Bah oui, normal, pour être en hauteur. Je le croisais, voilà, effectivement. Je le croisais quand j'étais en bas de la butte et lui en haut. Hommage à Pierral, un des nains les plus célèbres du cinéma mondial, même, on peut dire. Ouais, je suis sûr que vous le verrez si vous regardez les grands classiques du cinéma français, Stevie. Et vous aussi, mon petit Pocrin. Il y a d'autres personnalités disparues pendant l'été. On n'en a pas parlé. Et Barry White. Ça, je sais, ça, vous savez qui c'est, Barry White, et évidemment. Il jouait dans Ali McBeal. Oh. Et dis donc, il a pas eu de l'insuffisance rénale aussi? Si, aussi. Oh, mais j'ai peur d'un seul coup. Ah oui, c'est vrai qu'il attendait une greffe de rein. Il est mort de ça d'ailleurs. Il n'a pas pu avoir cette greffe. Et alors, c'était drôle, c'est les admirateurs qui disaient à Barry White, on a tellement fait l'amour en vous écoutant qu'on a l'impression que vous nous avez vu faire l'amour. C'est beau quand même ça. Vous faites l'amour en écoutant Barry White, vous? Enfin, ceci étant, si t'as Barry White dans la chambre, tu le vois quand même, parce que. Oui. Parce qu'il il était quand même imposant, le bonhomme. Alice Saunier CIT, ça, vous savez qui c'est? Oui, décédée pendant C'était l'été la- aussi. C'était la secrétaire d'État aux universités sous Giscard. Exactement, de 1976 à 1980. Le réalisateur qu'on avait d'ailleurs interviewé pour son livre de mémoire, son autobiographie, J'ai connu une belle époque, on l'avait eu au mois d'avril ou mai sur cette antenne, Jacques Deray. Qu'est-ce qu'il y a? Ça lui a pas réussi, non? Non, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui. La disparition de Gontran aussi, pour Annie Lemoine. C'était le cousin de Donald. Vous êtes con alors. Ah, mais il y a aussi Célia Cruz. La comtesse de Paris aussi. Ah oui. Ouais. Qui vous dites, vous? Célia Cruz.
Celia Cruz, exactement, une des reines de la musique cubaine, c'est bien ça. Voilà, avec son compagnon d'ailleurs. Compay Segundo. Voilà. Jean Bruel aussi, le patron des bateaux-mouches. Il nous a quitté cet été. C'est pas très sympathique, ce monsieur-là. Le compagnon, je crois, de la romancière Nicole de Buron, patron des bateaux-mouches, et qui, c'est vrai, s'en prenait souvent aux hommes politiques de façon assez curieuse dans les commentaires que les touristes entendaient sur les bateaux-mouches. Et puis il y a aussi un footballeur qui est pas connu, mais c'était l'histoire assez hallucinante. Il devait être recruté par Lyon. C'est un jeune prodige sud-africain. Il vient à Lyon. C'est une vedette déjà dans son pays. Et en fait, il fait un essai. Et Lyon dit bon bah très bien, on va faire un match quand même d'essai pour voir si ça marche et tout. Le mec était vexé, comme c'est une vedette chez lui, donc il est reparti en Afrique du Sud. Le lendemain, il se tue en voiture dans son pays à 21 ans. C'est pas vrai. Ah ouais, un truc terrible. Affreux donc. On continue la liste puisqu'on est dans les moments. André Claveau, ça vous dit peut-être rien vous, André Claveau. Il est décédé aussi pendant l'été. Voix de velours, crooner d'après-guerre. Stevie, êtes-vous capable de chanter quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle. Elle avait attiré vers elle pour mon cœur d'enfant. Pour elle. C'est joli quand même, franchement. Non ouais, c'est beau, ouais. Mais je connais pas du tout. C'est cerisier rose et pommier blanc. Il avait chanté aussi Domino, Maman, tu es la plus belle du monde, que des chansons réalistes. Et puis il y a le type qui a écrit Le Petit Vin Blanc qui est mort. Exactement. Et moi ça m'a fait quelque chose que je pensais que c'était une chanson sans mémoire. Jean Dréjac, auteur-compositeur du Petit Vin Blanc. Je savais pas qu'il y avait un compositeur. Et il a aussi écrit L'homme à la moto, Maman vous êtes jolie, ils ont tous chanté et écrit ça. Sous le ciel de Paris, c'est lui aussi qui avait 82 ans, Jean Dréjac, décédé cet été. Il avait aussi écrit, Jean Dréjac, le générique Doum le Dauphin. Oh. Ça c'est pour vous, Annie Lamoine. C'est bien. Je rappelle, si blanc, si bon. Oh là là. On va pas revenir sur la disparition évidemment tragique de Marie Trintignant, mais comme hier je vous ai annoncé qu'il y aurait le 15 octobre la sortie d'un film avec Marie Trintignant, un film signé son ex-mari Samuel Benchetrit, avec à ses côtés François Cluzet dans le rôle de John Lennon, puisque elle, Marie Trintignant, dans ce film joue la chanteuse Janis Joplin, qui est morte elle aussi défoncée. C'est vrai? Non, mais elle aussi d'ailleurs. Parce que non, c'était horrible, c'était de l'humour noir. Oui, en tout cas, Janis Joplin, le film s'appellera Janis et John. Et je vous propose d'écouter justement une des chansons succès de Janis Joplin, Don On Me, que Marie Trintignant interprétera dans le film. Mais là, évidemment, c'est Janis Joplin qu'on écoute. Please don't you do it to me, baby.
De l'Afrique à l'Asie, le Noma est une maladie dévastatrice qui frappe plusieurs milliers d'enfants par an. Le Noma tue ou laisse des enfants défigurés. Un seul remède, la chirurgie. L'association Les Enfants du Noma a été créée par des chirurgiens pour participer de façon immédiate à la lutte contre cette maladie infectieuse. Ses objectifs, pérenniser son action par la formation, doter le Burkina Faso d'un centre chirurgical adapté. Envoyez vos dons à l'association Les Enfants du Noma, 37 boulevard du Commandant Charcot, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Et les auditeurs, puisque nous sommes en direct, c'est les auditeurs qui réagissent, vous savez, à nos propos tout au long de l'émission. On a un auditeur qui s'appelle Louis et qui m'écrit « Stevie prend son corps en main », je viens d'entendre. Je savais que c'était un petit branleur. Bravo Louis. Ouais. La télé dit hier soir, les liaisons dangereuses ou opération séduction aux Caraïbes, c'était la finale. Je vais demander à Stéphane Poquelin et Annie Lemoine de regarder les liaisons dangereuses. Le premier épisode, c'était comment, Annie? Moi, je veux dire, j'aurais aimé. Vraiment, hein, vraiment, je suis partie partante, quoi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que y a un truc qui se passe pas. C'est une mauvaise idée. Je pense peut-être d'avoir mis ça dans les années 60 parce que Deneuve, elle vient des années 60. Du coup, l'avoir retournée dans les années 60, mais aujourd'hui, c'est pas un bon parti pris. Les dialogues, Eric Emmanuel Schmitt, c'est quand même une plume, mais là, c'est pas possible. Parce qu'ils ont voulu mettre la barre au sol, puisque c'était F1, j'en sais rien, mais écoutez, votre présence me manque, votre voix me manque, je reviens car je me suis rendu compte que j'avais oublié de rester. Non, c'est pas possible. Et puis surtout, Rupert Everett, il est mauvais, quoi. Mais je sais que José Dayan s'était battu pour une histoire de doublage. Il joue comme ça à la Malkovich. Donc ça le fait pas. Mais il y a une étoile, c'est Deneuve. Dans la toute petite marge de liberté qu'on lui laisse, elle se balade. Et donc ça, pour Deneuve, il faut regarder. Il y a le deuxième épisode ce soir, il paraît que c'est meilleur. Stéphane Poquelin. Moi, je serais un peu moins dur que toi quand même, parce que c'est toujours très très dur d'adapter un bouquin. C'est quand même ça à l'origine. Et en plus, comme il y a déjà eu plein d'adaptations cinématographiques, on a plutôt l'impression que José Dayan, elle a cherché à s'écarter, notamment du film qui avait été fait par Stephen Frears. Et moi, je pense, comme c'est vraiment le meilleur film qui a été fait sur les liaisons dangereuses, que c'est très très dur. Et l'ensemble des acteurs, en réalité, sont prisonniers de la référence des personnages. Quand tu dis, c'est vrai que Rupert Everett, il essaye de ressembler à John Malkovich, donc il joue sur une corde qui est pas exactement la sienne. Et Deneuve, moi je trouve qu'elle s'en sort pas forcément très très bien. Par contre, malgré ça, malgré l'air un peu emprunté des acteurs, même si c'est une histoire qu'on connaît par cœur, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne et qu'au bout d'un moment, l'atmosphère un peu vénéneuse du roman, ça marche. Ça finit par fonctionner. Écoutez, j'ai eu du mal. Effectivement, les 20-25 premières minutes, ça explique peut-être l'audience mitigée, puisque en nombre de parts de marché, seulement 26% des téléspectateurs ont regardé hier soir. C'est un faible score, hein, pour évidemment une production à gros budget. 26%, c'est un faible score, et on imagine qu'effectivement, c'est à cause des gens qui sont partis au fur et à mesure, parce qu'ils devaient être beaucoup plus nombreux au départ que 26%. Et c'est vrai qu'on mettait du temps à entrer. Après, ça fonctionnait. Mais en revanche, la deuxième partie, déjà hier soir, fonctionnait très très bien. Le couple, Rupert Everett et Catherine Deneuve, je trouvais ça très très bien. Moi. Et Natasha Kinski aussi. Sa présence apportait aussi beaucoup au téléfilm. Il faudra voir si ce soir ça marche aussi bien. Donc vous n'êtes pas déçu, Poquelin? Non, plutôt agréablement surpris. Bon, Opération Séduction aux Caraïbes, la finale. Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne et Stevie, vous avez de la chance, c'est vous qui avez dû regarder ça. Ouais. Là, c'était bien. Ouais. Alors, c'était bien, mais c'était un peu long quand même. Ça a commencé à 21h et on a eu le résultat à 22h30. 23h30, c'était interminable. Alors, ils ont eu tellement peur. Parce que la première saison de Opération Séduction, les équipes de production sont revenues un peu tristes puisque personne n'avait baisé. Ah oui. Je vous raconte comme ça se raconte dans le métier. Donc c'était très emmerdé. Comment mettre ça au montage? Donc là, ils ont fait un casting avec de la chaudasse, hein, avec voilà, ça y allait. Et donc là, ils y sont allés, ils sont donnés à cœur joie. Du coup, il y a une campagne de presse contre cette émission, et du coup, les 4 finalistes, elles ont été présentées comme ça. La première déteste la vulgarité, la seconde déteste les hommes qui en font trop, la troisième déteste les dragueurs, et l'autre joue les beautés froides. C'est-à-dire, c'est le couvent des oiseaux. Donc c'était comme dans une pièce de Feydeau. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tenir 2h30, où les seuls rapports qui existent, enfin le fond du truc, parce que c'est pas des intellectuels, on n'apprend rien sur Heidegger ou Kierkegaard, hein, c'est plutôt du cul, des fesses, des seins. Aucun mot n'est jamais prononcé, comme dans une pièce de Feydeau. C'est comme le lit est au centre de la pièce, tout le monde pense qu'au sexe, mais le mot n'est jamais prononcé et tout est autour de ça. Voilà. Mais alors ils couchent pas? Si, ils ont couché, mais on peut plus le montrer. Alors tiens, c'est une bonne question. Ils baisent en slip. Il y a des séquences en noir et blanc qui sont prises dans la chambre. Et ils sont en slip. Vous savez pourquoi? Non. Parce que si on les montre en vrai,
on est obligé de mettre le pictogramme interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 16, et on baisse l'audience mécaniquement. Je comprends pas bien techniquement là. Quoi. Il baise en slip, quelque chose qui m'échappe. Eh ben justement, ce qui t'échappe, c'est que la télé-réalité. Et le slip élastique, voilà. Pas la télé-réalité, c'est pas la réalité à la télé. Ah bah il y avait un cahier des charges sérieux. Ils montent, pardon pour le mot, ils montent comme ils veulent. C'est facile, un slip kangourou pour le monsieur, un slip à trous pour la dame, et hop. Non mais ils sont dans la chambre. Le type et la nana sont dans la chambre. Il y a une caméra de surveillance. Okay. Ils ont 1 heure de bande, si j'ose dire. Ouais. Non mais je suis pour rien. Encore. Non mais je suis pour rien. Tous les mots sont à double sens. Eh bien, ils choisissent le passage où ils ont leur culotte. Comme ça, on suggère aux téléspectateurs qu'il y a eu parce qu'ils l'enlèvent du truc dans le machin. Il y a eu enlevage de culotte, mais voilà, mais ça n'est jamais montré aux téléspectateurs. Stevie, vous avez vu tout ça dans Fedo? Bah moi, j'ai regardé, c'est la première fois que je regardais l'émission parce que j'ai pas la télé chez moi. Donc j'ai regardé et j'ai. Il est en train de la repeindre. Quelle horreur. Et bah j'ai trouvé ça mais hyper pathétique quoi. Je veux pas être méchant, mais ce qui me gêne c'est que moi je parle de ce que je connais. Bah, j'ai fait la télé-réalité, la première. Est-ce que t'as baisé en slip? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la question. C'est que nous c'était vraiment bon enfant quoi. Et là tout. Oui, Jean-Edouard et Loana c'était bon enfant dans la piscine. Oui mais il y avait pas des gens, il y avait pas de concours, il y avait pas. Et maintenant il y a que des concours qui va gagner, qui va perdre, etc. Mais il y avait un concours. Oui, il y avait un concours entre nous, mais ça faussait pas nos rapports. Parce que nous on jartait celui qu'on pouvait pas blairer, alors que là c'est pas le cas. Et ce que je comprends pas, c'est qu'à la fin de l'émission, c'est même pas les 4 membres du jury, donc les 4 mecs qui décident quelle est la séductrice de l'année. Et c'est les téléspectateurs. Bah oui, non, mais si c'est normal. Non, c'est le jury qui vote. Mais non, parce que si le jury vote, c'est gratuit. Alors que là, ils font téléphoner les gens pendant toute l'émission. Et donc tu voilà. Alors moi j'ai raisonné comme ça. Et il y a un deuxième truc qui me fait rire, c'est que le mec, alors il peut, la nana qui a une voix très très énervante, il faut dire. La présentatrice d'hier, voilà. Virginie, pas mal. Virginie, oui, elle est bien, mais elle a une voix à gascu quoi. Enfin, c'est pour le jeu. Elle a une voix, je sais pas, elle a une voix gênante, mais elle est très gentille, elle est très bien, etc. Ça passe très bien. Bref. Et un moment, alors elle pose des questions aux nanas pendant les émissions, les nanas répondent. Normalement, elles doivent dire la vérité de ce qu'elles pensent. Et dans l'émission, paf, il y a un moment vérité. Alors tu te dis mais merde, ça veut dire que tout ce qui a été dit jusque là c'est que du baratin. Il devrait pas y avoir un moment de vérité dans l'émission, ça devrait être toujours que de la vérité. Oui. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui disent mais c'est quoi cette émission, ça tient pas debout quoi. Ça tient vraiment pas debout. Ouais. Jean-Luc. Alors moi déjà Virginie Fira, moi j'ai trouvé bien. Le seul truc c'est vrai qu'elle s'est pas servie d'un micro parce que elle fait partie de ces gens qui pensent qu'il faut gueuler dans le micro alors que le micro justement c'est pour amplifier la voix. Un peu moi aussi oui. Voilà. Non elle le disait. Attends, elle l'a dit au début, il y avait tellement d'ambiance sur le plateau qu'elle était obligée de crier, elle s'entendait pas. Ça j'ai trouvé très bien et charmante en plus. Ouais. Et le moment le plus drôle, c'est, je trouve, quand les 4 candidates finalistes ont dû séduire Franck Dubosc. Ah, c'était c'était bon, énorme parce que on lui a tout fait. C'était pas dans la pub des liaisons dangereuses. Voilà, alors on lui a tout fait parce que on passe un extrait quand même de son spectacle, enfin de son DVD où il dit un séducteur, un petit zizi. Donc la première lui dit en gros, alors vous avez des problèmes techniques, genre t'as un petit zizi. La deuxième lui fait j'ai l'impression d'être devant mon papa. Et lui disait vous. Il la tutoyait, elle lui disait vous. Ouais. Et la troisième lui dit t'es humoriste. Elle fait oui. Elle fait t'as pas une blague. Ce qu'on peut dire de pire à un humoriste et tout. Sauf à Annie Lemoine. Oui, Annie Lemoine. Elle c'est une grande professionnelle, donc ça c'était quand même énorme. Ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est surtout la période où ils ont été cherchés dans les chambres des filles. Ah. Et on s'aperçoit que les filles, mais ça c'est quelque chose. C'était pathétique. Est-ce que c'est propre à la télé-réalité? Ils dorment tous avec des peluches, mais j'ai l'impression que moi à 20 ans je dormais plus avec des peluches. Est-ce que c'est fréquent Stevie? Parce que 15 ans, ouais. Ils veulent tous copier sur moi. Mais non, mais ils sont tous. Tu vois des filles qui sont plutôt séduisantes et tout, et c'est des gamines. Ouais. C'est des gamines quand tu vois leur chambre. Mais elles sont plutôt jeunes. Hein. Je sais pas quel âge elles ont. Je vois des films de cul sur Canal+. Et ce que j'ai aimé, et pour répondre à ton interrogation concernant le jury, pourquoi ils ont pas voté, c'est que là on voit à quel point les mecs sont des faux culs, quoi. Parce que tous les 4, pratiquement, ils ont tous voté pour Claire, qui était la moins jolie, en tout cas. Faux cul, mais beau cul, hein. Ouais, mais la moins jolie, la moins tape à l'œil, sauf que c'est la seule qu'ils n'ont pas voulu se taper. Donc ils se sont tapés les 3 autres, et après, ils votent pour celles qui ne sont pas tapées, parce que d'un seul coup, ils ont l'air moins cons. Et ça, c'est quand même très hypocrite. Carole, la gagnante, elle s'appelle Carole, elle est marseillaise, je crois, elle a des yeux de braise, nous dit-on. Elle est mannequin de profession, promise à un bel avenir dans le monde merveilleux du show business, dit Stéphane Boucher dans le Parisien ce matin. Oui. Non, mais là où on voit que c'est truqué, il faisait des sondages, il demandait quelle est la plus sexy. C'était celle qui s'appelle Marjorie ou Marjolaine, qui fait une prépa HEC. La plus sexy, c'était elle. La plus sympa, c'était elle. La plus sincère, c'était elle. Elle était dernière.
Ah oui. Donc c'est quand même un truc étrange. Normalement, ça veut dire qu'on veut des cochonnes. Le reste, on s'en fout. Stéphane, c'est ce que vous vouliez dire. Bravo, mon petit Stéphane. Je vois que l'été n'a pas profité à tout le monde autour de cette table. Ah, tu voulais des journalistes, des gens sérieux. Poquelin et Lemoine. Carole, séductrice de l'été. En tout cas, ça fait quand même moins que les liaisons dangereuses. Entre 16 et 24% de part de marché selon les horaires. Mais en gros, on va dire à peu près 3 millions de téléspectateurs, alors qu'il y en avait quand même près de 10 millions sur TF1. Et c'est le film sur la 3 avec Michel Morgan et Bourvil qui finalement a bien fonctionné. Le film Fortuna en noir et blanc, comme quoi on peut encore passer des films noirs et blancs à la télévision et que cela fonctionne. Vous l'avez regardé, non? Mais non, moi j'étais donc pour les liaisons dangereuses. Oui, je voulais vérifier si. Non. J'ai cru qu'elle allait se faire piéger. Oh la grosse ficelle. Allez, d'autres liaisons dangereuses pour annoncer peut-être les publicités et les informations tout de suite après. 2 plus 1 égale 2. Rentrez chaque Carrefour. Et oui, c'est la rentrée. Et jusqu'au 30 août, chez Carrefour, quand vous achetez 3 cahiers Carrefour, 96 pages, 21,29,7, vous n'en payez... Et j'en paye combien? Que 2, soit 1,70 €. C'est le fameux 3 pour 2. 3 cahiers pour le prix de 2, 85 centimes d'économie. Tu as raison, mon garçon. 2 plus 1 égale 2. Mais attention, seulement chez Carrefour. Ah, je le savais. Rentrez chaque Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je suis positive. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. L'autre jour, Sandrine m'invite au yoga pour une séance spéciale rentrée, pour préparer notre corps et notre esprit à la rude épreuve des magasins. Mais moi, à la rentrée, même pas peur. Avec mon supermarché Casino, j'ai tout à 2 pas de chez moi. Le choix, les petits prix et le calme. Alors pourquoi aller se faire piétiner au bout du monde? Franchement, Sandrine, essaye le rugby avant de te jeter dans la mêlée. Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Actimel de Danone. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash d'information présenté par Émilien Bordery. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, ce terrible accident survenu à Marseille. Une voiture a heurté un abribus. 2 personnes sont mortes. Un homme de 55 ans et son fils de 23 ans. Cela s'est passé en fin de matinée vers 11h30 sur le boulevard Jourdan, dans les quartiers nord et populaires de la ville. 7 autres personnes sont blessées. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital Nord. Parmi elles figure une fillette de 5 ans et la conductrice du véhicule fou. Peut-être une perte de contrôle à une vitesse excessive. On n'a encore aucune précision, pas même sur l'identité de cette femme qui s'est présentée spontanément aux policiers. Elle pourrait être entendue dès demain. L'attentat de Casabianda est une véritable agression de type militaire, propos du procureur général de Bastia, après une triple explosion la nuit dernière en Corse. C'est le centre de détention de Casabianda qui a été ciblé dans le nord de l'île. L'établissement accueille des détenus en semi-liberté. Les dégâts sont importants, il n'y a pas de revendication. La sphère politique, toute tendance confondue, se rallie à l'idée d'une commission d'enquête parlementaire sur la crise sanitaire due à la canicule. PS et PC le souhaitent. L'UMP s'y est dit favorable et l'UDF, par la voix de François Bayrou, estime que c'est bien la moindre des choses quand on parle de 10 000 morts, de centaines de cadavres non réclamés et de services d'urgence en grande difficulté. 3 000 soldats pour une opération d'envergure contre la résistance irakienne au nord de Bagdad. L'armée américaine a visé des personnes soupçonnées d'attaques contre les forces de la coalition. Poseurs de bombes ou autres malfaiteurs, au moins 22 arrestations. Voilà qui intervient alors qu'un soldat américain a succombé ce matin à une énième embuscade, le 65e décès enregistré depuis la fin officielle des combats en Irak le 1er mai. Il estime ne pas s'être suffisamment entraîné sur la distance. Du coup, Kim Collins renonce à courir le 200 mètres au championnat du monde d'athlétisme à Saint-Denis. C'est lui qui a remporté hier la finale du 100 mètres. Chez les Français, Muriel Urtis et Sylviane Félix se sont aujourd'hui qualifiés pour les quarts de finale du 200 mètres dames. Manuela Montbrun s'est pour sa part illustrée au lancer de marteau. Elle accède à la finale qui aura lieu jeudi. À une demi-heure de la clôture, on prend la température de la Bourse de Paris avec vous, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 se replie de 1% à 3259 points malgré la publication de statistiques conformes aux attentes aux États-Unis. Le Dow Jones se cède actuellement 0,7%, le Nasdaq 1,3%, l'euro vaut 1,0876. AGF notamment cède 3,2%, Suez et BNP Paribas 2,2%, Vivendi Universal recule de 2,7%, le conseil
conseil d'administration du groupe se réunit en ce moment concernant l'avenir des actifs américains de Vivendi. On a appris ce matin que Liberty Media avait jeté l'éponge. Il n'y a donc plus que 3 candidats en lice. Parmi les rares hausses à signaler, Score, qui doit annoncer ce soir des résultats semestriels. L'action prend 3,9% et puis BIC gagne 3%. Je vais y arriver. La suite des courses sur l'hippodrome de Deauville. Dans la 5e, premier le 3, 2,60. Deuxième le 5, 3,60. Et troisième le numéro 7, placé 2,40 €. Dans la 6e, premier le 7, 5,30 €, 2 €. Et deuxième le numéro 4, placé 1,90 €. Dans quelques secondes, vous retrouvez Laurent Ruquier et toute sa bande. Chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée, même des petits prix sur les DVD. Tenez, en ce moment, le double DVD du Seigneur des Anneaux ne me coûte que 29,98 €, moins de 200 francs. Et en plus, je cumule 4,50 € sur mon compte Wao et je reçois un bon Wao de 4,50 € sur mon prochain DVD. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, technicien Carglass. Oh, ça a l'air de rien un éclat sur un pare-brise. Mais si vous regardez de près, c'est plein de micro-fissures et elles ne demandent qu'une chose, c'est filer. Tenez mon client qui part là. Son pare-brise était tout fissuré. Il m'a dit au début c'était juste un petit éclat. Et il a fait comme la plupart des gens. C'est pas vraiment gênant, vous savez, on n'a pas le temps. Alors il s'en est pas occupé. Mais il savait pas. Un éclat, le plus souvent, il s'agrandit. Un choc, une vibration, et de toutes les micro-fissures dans l'éclat, il suffit d'une qui dégénère et crac, fini le pare-brise, faut le changer. C'est ce qu'on a fait à mon client. Côté résultat, vous l'avez vu, il était ravi. Normal, remplacer, c'est quand même notre premier métier. Mais côté portefeuille, avec la franchise sur le remplacement, là, surtout que c'était évitable. Il aurait dû réagir lorsque l'éclat était plus petit qu'une pièce de 2 €. Là, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. C'est rapide et quasi invisible. Et là, avec son assurance bris-de-glace, ça lui aurait rien coûté, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Appelez maintenant 0800 365 800. Chaque année, c'est la même chose. Et maman traîne leurs enfants pour faire le plein de la rentrée. Et ben moi, c'est le contraire. Mes enfants ne savent plus quoi inventer pour m'emmener au supermarché Casino. Bah oui, en ce moment, en achetant leurs produits préférés, on leur offre le magazine Tom et Pilou, les nouvelles mascottes de Casino. Oh, il y en a que pour les enfants. Oh, j'exagère, les petits prix chez Casino, c'est surtout pour les mamans. Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Kinder Country et Kinder Chocolat. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Stéphane Poquelin, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoine, Annie Lemoine, Stevie Boulet, qui rigole. Mais non, mais pourquoi il rigole? Vous perdez de l'argent, Laurent. Vous utilisez pas les capacités de chacun. Stevie, pour faire les jingles, il est formidable. Tu peux nous faire Europe 1? Europe 1. Ah oui, c'est pas mal. J'adore. On peut le repasser, voir si c'est bien. Est-ce qu'on pourrait l'enregistrer, Stevie? Non, on peut pas le faire. Refaites-le-moi une fois encore. Europe 1. Ah non, c'est bien. Merde. Non, j'y suis pas arrivé. Ah non, moi je le fais mieux, moi. Allez-y. Europe 1. Vous pouvez nous donner la circulation maintenant? En tout cas, les auditeurs nous envoient des emails, nous écrivent pendant l'émission même, puisqu'on est en direct en ce moment. Et un monsieur a entendu votre histoire, il s'appelle Eric. Stevie dit: moi aussi, Stevie, j'ai acheté au téléachat le rouleau dans lequel tu mets la peinture. Moi aussi, j'ai repeint un plafond l'an dernier. Et moi aussi, je suis chauve. Moi aussi, j'ai été obligé de me couper les cheveux après que le rouleau ait perdu sa peinture. C'est pas nous qui sommes maladroits, c'est le téléachat qui est une connerie. C'est vraiment téléachier. Voilà, dit l'auditeur. C'était quel téléachat? C'était le fils Belmar, c'était qui? Non, c'était sur M6 Boutique. Ah ben, c'est Julie. C'est Julie de repas. Philippe Vandel, il y a des emails plus graves. Oui, juste un mot sur ce que j'ai dit sur les viols prétendument révolutionnaires tels qu'ils avaient été présentés il y a 7, 8 ou 9 ans en Corse, et la raison pour laquelle je n'étais plus retourné en Corse pour les vacances. Il y a des femmes corses qui viennent m'envoyer des emails pour dire qu'elles avaient été choquées par ce que j'avais dit. Moi aussi, j'étais choqué par ce que j'avais dit, et c'était parce que j'avais entendu. C'est justement pour cette raison que je n'y retournais plus. Et c'était pas pour faire un bon mot. Évidemment, je sais pas, j'invente pas des choses comme ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. J'espère que c'est faux, et ne serait-ce qu'il n'y en aurait eu qu'un seul, ça sera un seul de trop. Voilà. Et c'est pas pour faire un bon mot, c'est juste pour dire quelque chose comme ça, parce que je suis respectueux de la personne humaine. Puisqu'on parle de justice, sachez qu'en Belgique, un agriculteur belge. On est en direct, on peut pas refaire. Il est habitué du tout.
Non mais c'est parce qu'on est en direct que je dis pardon, je leur fais. Mais vous le disiez tout le temps quand on était. Non, je m'adresse aux auditeurs. Pardon, je leur fais. Voilà. Un agriculteur belge soupçonné du meurtre de sa femme a été arrêté vendredi dernier. Mais écoutez bien, après 14 ans de cavage, ça fait 14 ans qu'il avait assassiné sa femme. On le recherche. Colonna, c'est un petit joueur. On le recherchait en Belgique. Il s'appelle Michel Pierson, n'est-ce pas? Et ce qui est quand même dingue, c'est comment on l'a retrouvé. C'est sa passion pour les pigeons qui l'a trahi, puisqu'une photo de lui a été publiée dans un magazine de colombophilie qui a permis aux enquêteurs de l'interpeller à quelques kilomètres au sud de Bruxelles. Il était recherché depuis 14 ans, mais à un moment donné, il a craqué. Il aime tellement les pigeons. Il a fait passer sa photo. C'est fou quand même. Hein. C'est con, il a refait sa vie qu'un pigeon. Voilà, au bout de 14 ans, cet assassin belge a enfin été retrouvé. Direction les États-Unis pour une enquête qui a été faite conjointement avec la France. D'ailleurs, c'est le CNRS en France qui a participé à cette enquête. Et là-bas, aux États-Unis, ce sont des scientifiques de Pennsylvanie, de l'université de Pennsylvanie, qui ont fait cette enquête qui s'intéresse à l'obésité. L'obésité là-bas chez les Américains, mais aussi chez nous en France. C'est que les Américains sont plus gros que nous, ça, bon, c'est pas nouveau. Mais on sait maintenant pourquoi, grâce à cette enquête. C'est tout simplement que chez eux, il y en a plus dans l'assiette. Ah bah oui, ça c'est vrai. Oui, mais même quand vous allez dans les magasins, un paquet de chips, déjà c'est 2 fois un paquet de chips français. Tout est big size. Tout est maximum. La portion moyenne dans les assiettes américaines contient 346 grammes, alors qu'il n'y en a que 277 grammes pour n'importe quel plat aux États-Unis, d'après un échantillon sur 11 restaurants comparables. De même, les livres de cuisine. Quand vous prenez un livre de cuisine français, les proportions qu'on vous donne sont beaucoup plus faibles en France qu'aux États-Unis, par personne. C'est sympa ça quand même. Les livres de cuisine, Laurent. Quoi? Vous savez, moi je vais faire si je voudrais révéler quelque chose aux auditeurs qui s'interrogent, Laurent, peut-être sur vous, il est devenu champion de la cuisine. Il fait le poisson pané. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, un velouté de petits pois laitus avec quelques pétoncles ou Saint-Jacques dessus. Et du poisson pané magnifique. Mais non, mais arrête, c'est top. C'est un spécialiste des moules aussi. Accompagné d'une très jolie sauce. Remarquable. Vous avez fait de très bonnes moules marinières. Moi, exactement, moi j'ai adoré, vraiment. Franchement. Alors, mais extraordinaire. Elles étaient pas bonnes les moules marinières? Exceptionnel. Extraordinaire. Vraiment. Laurent, moi je suis sur les fesses, voilà. Bravo. J'ai tout fait pour vous séduire, Annie. Et vous aussi, Jean-Luc. Oui, moi je sens la rillette, de toute façon. Tu vas ouvrir un restaurant. Enfin voilà pourquoi, je suis pas sûr que ce soit la seule explication à l'obésité des Américains. Non, mais en même temps, c'est une étude intéressante, parce qu'en gros, la moralité de cette étude, c'est si on mange plus, on est plus gros. Donc, ça va et puis c'est rare de voir les Américains les mains vides. Même on les voit au stade et tout, ils ont toujours soit une canette de coca à la main, et encore je dis une canette, je suis gentil. C'est plutôt des tailles de 80 centilitres, et ils boivent ça pendant tout le match. Ils bouffent tout le temps. Vandel. Il y avait un sociologue américain qui s'appelle Edward T. Hall qui s'était intéressé au sujet, c'était dans les années 80, et qui avait trouvé une explication. Il avait dit: prenons toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire même niveau de vie, etc. Pourquoi, par exemple, certains Américains sont très gros et la population de Chicanos qui arrive du Mexique, qui gagne, qui est dans la même tranche sociale, sont maigres? Pourquoi certains États, par exemple, pourquoi les Allemands ou les Autrichiens sont plus gros que les Français ou les Hollandais avec le niveau de vie comparable? Et il a une théorie extraordinaire que j'applique parfois. C'est, en fait, on a tous besoin d'une dose de goût. Et plus votre nourriture a du goût, moins vous avez besoin d'en prendre. Les Chicanos mangent très épicé et donc ils ont très vite du goût. Les Américains mangent des frites où il y a très peu de goût et donc il faut beaucoup de frites pour être rassasié. Donc tous les plats qui ont peu de goût, comme les plats avec des patates à l'eau, etc., il en faut beaucoup pour une dose. Donc le couscous, vous n'en reprenez pas 2 fois. Exactement. C'est ça. Exactement. Moi aussi. C'est vrai. Et lui, il mange incroyable. Quoi. Ouais. Ah ouais. 2 pizzas et une grosse plate de pâtes. Voilà et le couscous, il le pousse avec le pain. Allez, un mot, on va revenir évidemment sur les conséquences de la canicule et tous ces morts parmi les personnes âgées en France. On n'a pas encore les chiffres, parce que non seulement on bataille sur les chiffres maintenant, mais on bataille aussi sur les sondages à propos de la responsabilité du gouvernement. Vous avez vu ça en fonction du Figaro. Il y a le sondage du Figaro là ce matin. Alors le Figaro, on a l'impression qu'ils ont interrogé que les auditeurs, enfin les lecteurs du Figaro. Non, personne n'est responsable, tout va bien. Ça aurait été pareil, peu importe. Et alors il y a ce choc des chiffres, mais il y a aussi un chiffre évidemment accablant, c'est ces
ces 450 morts, à réclamer, comme on dit dans les... Oh là là, c'est horrible. Vous avez vu la photo c'est dans le Parisien, la photo, le cercueil avec les 4 chaises. Voilà, c'est-à-dire que des gens qui attendent encore que leur famille, enfin déjà ils attendent pas eux les pauvres parce qu'ils sont morts, mais en tout cas on attend que leur famille vienne les rechercher. Il y a un dessin terrible et drôle à la fois de Rançon dans le Parisien ce matin. Je ne pouvais pas ne pas vous le donner parce que on voit un couple, ils reviennent de vacances sûrement, ils vont vers la morgue, c'est Rançon qui les dessine et le mari dit à sa femme: comment veulent-ils qu'on reconnaisse le corps? Ça fait des années qu'on n'était pas allé voir Pépé. Waouh. C'est joli quand même. Oui, c'est joli. C'est un beau dessin d'humour noir. Ouais. Non, c'est vrai, et qui veut bien dire ce qu'il veut dire 450 morts qui attendent leur famille. Oui, non, c'est terrifiant. Mais bon, on dit que quand on est actif, faut cotiser pour la retraite. Moralité, quand on est à la retraite, faut cotiser pour ses obsèques parce qu'il y a personne pour vous les payer. C'est pas faux. Ça donne pas envie de faire des enfants surtout. Et puis raconter un truc. Comment ça non, mais c'est vrai. Souvent, on se dit tiens, pour mes vieux jours, je serai pas tout seul et tout. Bah si, tu seras tout seul. Quelle horreur. Mais c'est vrai. Il y avait une dame qui s'occupait, qui était infirmière dans un service de gériatrie, qui racontait ça cet été sur je sais plus quelle radio, mais c'était sûrement Europe. Et elle disait, il y a un truc terrible. Quand on se plaint, on se dit, ces gens de 90 ans, que leurs enfants ne viennent pas voir. Mais les enfants, ils ont 72 ans. Ils ont plus le permis parfois. C'est des trucs terribles et on se rend même pas compte qu'il y a des arrière-grands-parents. Mais oui, enfin on dit tout le temps les enfants. Non mais t'imagines aussi tous les gens qui non seulement ont été ignobles parce qu'ils n'ont pas été chercher leur famille ou n'importe quoi, mais en plus ils rentrent de vacances, ils sont rincés et hop, ils ont un héritage. Donc ils ont une récompense en plus. Et oui, c'est pas faux. L'article du Parisien signé Marc Paillet ce matin faisait référence à la chanson de Jacques Brel, Les Vieux. Et je vous propose de la réécouter cette chanson parce que je trouve que c'est le bon moment. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province. Quand on vit trop longtemps, est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières. Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous
Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois, en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui l'attend, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Enregistré en public en 1963 au casino de Knock, une chanson magnifique de Jacques Brel. Ça plombe l'ambiance. Hein, N'oubliez pas, vous êtes toujours sur Fun. Ouais. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'entendre ces chansons. Non, mais ça plombe l'ambiance parce que le sujet dont on parle, c'est un sujet vachement grave. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, je trouve que ça devrait interpeller les responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sur le fait qu'il y a quelque chose qui a changé vraiment en France et dans le monde, c'est le fait que des questions d'ordre privé sont en réalité maintenant des questions d'ordre public et d'ordre politique, puisque la manière dont finalement les personnes âgées finissent leur vie, la manière dont se distendent les liens sociaux, on va plus voir ses parents et tout, on pourrait dire finalement c'est une question d'ordre privé, sauf que quand ça devient un comportement généralisé, c'est une question de l'ordre qui interpelle à ce moment-là l'ordre public. Et là-dessus finalement, c'est pour ça que je dirais qu'il a été un peu maladroit quand il a renvoyé, on a dit il se défausse, il prend pas ses responsabilités, il renvoie sur ce que fait tout un chacun, il avait raison, sauf que là où on peut se poser la question, c'est finalement quelle morale sociale est prônée par les hommes politiques qui fait qu'à la fin, chacun pense que la meilleure loi, c'est celle du chacun pour soi. On fait ce qu'on veut, on laisse ses parents dans un coin, on s'occupe pas d'eux. Et je trouve vraiment ça fait réfléchir assez profondément là-dessus. Et Stéphane Pocrin, vous allez séduire encore quelques auditeurs avec ces propos fortement intelligents que je viens d'entendre. Et sachez qu'Élodie, je change de sujet pour être un peu plus léger, Élodie m'envoie un email là pendant l'émission. Elle dit: moi, je sais que Stéphane Pocrin a passé un bon été à Paris. Je vote pour lui, pour le séducteur de l'été, pour son sourire et la façon anodine de m'emprunter un stylo à la crêperie de la place Stravinsky. Wow. Ça y est, t'as son mail, c'est bon, t'as son mail. Allez, vas-y, alors, qu'est-ce qui s'est... Alors là, c'est le coup de la drague avec le stylo qu'on emprunte dans une crêperie. Est-ce que Madame Pocrin est à l'écoute? Oui, je pense malheureusement. Non, mais chérie, j'aime pas du tout les crêpes. C'était pas vous, Stéphane? Si, c'est possible, mais malheureusement, je ne me souviens pas d'Élodie. Donc. Ah merde, alors Élodie, elle va être déçue. Alors, enfin, Élodie, on peut vous dire comme la vérité, il a emprunté un stylo au kebab, à la pizzeria, il est déçu. Patrick m'écrit à propos de Stevie qui tout à l'heure nous a dit que, je sais pas comment dire ça parce que je lis l'email tel qu'il est formulé. Je viens d'écouter Stevie, écrit Patrick, au sujet des quéquettes plongées dans la Grande Bleue. Il nous informe que l'eau froide ne lui fait aucun effet et que c'est réservé à des vieux. Je suis étonné que personne ne l'ait relancé. L'eau froide, effectivement, rétrécit le sexe des hommes de bonne constitution, tout comme les gens que l'on interroge lorsqu'ils prennent de la DHEA. En règle générale, répondent eux sexuellement. Pour moi, ça n'a rien de changé. Il ne précise pas, par exemple, que c'est toujours aussi mou qu'avant. Pour Stevie, eh bien qu'il sache, lorsqu'une quéquette est toute petite, l'eau froide a bien du mal à la réduire davantage. C'est bien important. C'est un auditeur qui tenait un stylo à la crêperie. Allez, je vous emmène au zoo. C'est pas tout à fait un zoo d'ailleurs. Monsieur Jean-Jacques Lefebvre est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire part de la naissance d'un zorse. Savez-vous autour de la table ce que c'est qu'un zorse? Oui, c'est là où il y a des poils sur la poitrine. Un zorse, c'est le croisement entre une jument et un zèbre. Bravo, exactement. Un deuxième zorse est né la semaine dernière au parc animalier. C'est quoi? C'est un zoo? C'est un parc animalier? Qu'est-ce qu'il faut dire, monsieur Lefebvre? C'est un parc animalier. Parfait. Un parc animalier privé. Privé, oui, tout à fait privé. On peut pas y visiter. Si, on peut le visiter parce que j'autorise les visites, mais c'est absolument privé. Vous êtes agriculteur à Cuchery dans la Marne. Oui. Et alors, comment se fait-il que vous ayez ainsi un zorse? J'ai déjà une question. Vous l'avez fait exprès ou est-ce que le zèbre a attrapé la jument un jour où vous aviez le dos tourné? Exactement. Non, j'ai essayé de les mettre en relation pour que ça se fasse. Mais c'est-à-dire que quand vous dites que vous avez essayé de les mettre en relation, vous avez organisé des dîners, vous avez fait... Opération séduction. Tu vois le zèbre, oui, bon, alors je choisis Loana. C'est assez curieux. Combien vous avez de zèbres d'abord? Attends, qui est le mâle, qui est la femelle? Qui est le papa, qui est la maman? Le mâle, c'est le zèbre. Hein. Oui. Ouais. Et je n'ai qu'un zèbre. Oui, Zébulon. C'est son nom. Et si c'était un cheval avec une femelle zèbre, comment ça s'appellerait? Eh bien ça s'appellerait pareil, mais je ne crois pas que ça puisse marcher,
Parce que la femelle zèbre est très sauvage et je pense pas qu'elle se laisserait faire. Alors que le zèbre est un gros show. Ils ont fait ça naturellement. Ou parce que maintenant l'insémination ça se fait avec des seringues et des pipettes. Non, c'est tout à fait naturellement. C'est-à-dire que vous avez un zèbre, monsieur, mais vous n'avez pas une femme zèbre, une femelle zèbre. Non, je n'ai pas de femelle zèbre. Donc il faut bien que le zèbre de temps en temps aille voir la jument. Exactement. Et ils ont fait ça déjà 2 fois, c'est-à-dire que le petit zèbre qui vient de naître a déjà un grand frère. Il a un frère de 13 mois. Un frère de 13 mois. Et il est rayé? Il est rayé, bien sûr. Mais que sur l'avant. Non, il est rayé partout. Et puis on peut dire aussi la vérité, vous avez un zien. C'est-à-dire, le zèbre, il a couru après le chien aussi, parce que c'est un gros show quand même, et vous avez un za. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Mais ils sont pas rayés, hein. Mais moi je trouve ça hyper choquant, quoi. Comment ça? Mais je sais pas. Vous avez jamais niqué en pyjama? Ouais, mais de faire de faire un croisement comme ça de 2 rats, parce qu'apparemment vous avez provoqué, parce que naturellement je pense pas que le zèbre serait parti voir. Mais il a organisé. Attends, il aura pas payé un ticket de cinéma. Il les a mis dans le même. Il a organisé. Ils ont fait ce qu'ils voulaient après. Il a organisé. Il les a mis ensemble. Mais expliquez à Stevie, monsieur Lefebvre. Mais non, mais il y a pas besoin d'expliquer. Mais c'est un peu choquant que. Oui, parce que est-ce que il organise ça. Enfin, on mélange pas des races. On met pas un chien et un chat. Est-ce que la jument a pris le zèbre par défaut, si j'ose dire? Est-ce qu'il y avait un étalon dans le coin, par exemple? Non, c'est quelque chose de voulu parce que le zèbre est un nouvel animal qui est donc le produit. Pardon, le zèbre c'est un nouvel animal qui est le produit du zèbre et de la jument, mais ça n'enlève rien au zèbre, ça ne lui retire rien, ni non plus au cheval. Hein. Mais pourquoi on appelle ça un zorse? Parce que moi ça me fait penser au croisement d'un zèbre et d'un morse. Hein. Non, parce que morse en anglais. C'est le Z du zèbre et orse on enlève le H. Non, on a encore de nombreux orses qui vont nous écrire. Non, mais attendez, j'essaie de comprendre là. C'est vous, c'est votre volonté d'avoir des orses. J'ai bien compris ça. C'est-à-dire que c'est pas le zèbre qui d'un seul coup se dit tiens je vais aller voir la jument. C'est vous qui avez décidé de créer une nouvelle race qui existe ailleurs qu'en France et ailleurs que chez vous. Comment ça il a décidé? Oui, bien sûr. Je l'aurais pas fait parce que je savais pas que ça pouvait se faire. C'est parce que je savais que ça pouvait se faire que je l'ai fait. Mais je comprends pas. Vous n'avez pas grimpé le cheval, le zèbre sur la jument. Ils ont fait ça tout seuls. Ils ont fait ça tout seuls et discrètement la nuit. Ah, très bien. Mais le zèbre est pas plus petit que la jument? Un tout petit peu plus petit, mais vous savez, il y a des hommes plus petits que les femmes. Érayé. Regarde Paul Loup-Sulitzer. Il y a 2 têtes d'écart. Non, mais c'est important de savoir tout ça. Alors, attendez, parce que moi, j'en ai jamais vu 2 orses. Donc, le zorse est rayé comme son papa. Oui. Et quelle caractéristique du cheval ou de la jument il a il a un jockey dessus. Non. Il a la couleur baie de la mer. Ah, très bien. D'accord. Et puis, donc, il a les rayures du père, la crinière du père, les oreilles du père. Par contre, il a la queue de la mère. Est-ce que ça peut... Il n'a pas la queue du père? Non. Est-ce qu'il va aussi vite qu'un zèbre? Ah oui, il va absolument aussi vite qu'un zèbre. Ah, donc le zorse est aussi rapide qu'un zèbre. Et est-ce que vous pensez que vous allez créer une nouvelle race ou est-ce qu'ils sont stériles? Comme je crois c'est les mulets qui sont stériles. Ils sont stériles. D'accord. Ah, c'est un hybride, il est stérile. Ah, ça veut dire que les orses ne peuvent pas se reproduire entre eux? Non. Mais vous pourriez avoir une zorse femelle, évidemment. Ah, bien sûr, ça existe. Là, pour l'instant, vous n'avez eu que des orses mâles. Que 2 mâles. Oui. Mais s'il y avait eu des orses mâles et des orses... ça ferait une zorserie. Femelles. Les orses mâles et les orses femelles auraient beau copuler, il n'y aurait pas de petits orses. Il n'y aurait pas de petits. Ah, c'est intéressant ça alors, j'ignorais. Mais comment vous savez ça? Comment vous savez qu'ils sont stériles? Parce qu'on le sait, c'est pas, mais eux ils savent. Monsieur, vous m'arrêtez si je me trompe. Est-ce que c'est pas quand on croise un âne et un cheval, ça donne un mulet, mais le mulet lui-même ne peut pas avoir de descendance, c'est ça? C'est ça, c'est des hybrides. Hein. Bon, bah écoutez, tous ceux qui passent par Cucherie et qui ont envie d'aller voir votre... pas Coucherie, hein, Cucherie. Ouais. Des Cucheries, il y a Coucherie dans la Marne, allez-y. Et des petites Cucheries dans la Marne. Tous ceux qui passent par Cucherie peuvent aller voir votre zorse? Oui, bien sûr. C'est vrai? On vous demande, monsieur Lefebvre? Oui. Et on demande le parc animalier privé. C'est très facile à trouver. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme animaux? Oh, bah, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai un dromadaire, j'ai un yak, des autruches, des émeus, des chevaux. Est-ce que vous comptez faire un jour une drotruche? Non, ça ne peut pas arriver. Non. Alors, en Arabie Saoudite, ils avaient fait un truc extraordinaire. C'était il y a 2 ans. Ils avaient croisé un âne,
avec un chameau ou un dromadaire. Je me souviens plus. Je crois que c'était un chameau. Non, c'est pas ça. À mon C'est pas avis, exactement ça. Dites-moi ce que c'est. Oh, vous y connaissez en croisement, vous, hein? Ouais. Oui. Vous y êtes Allez, pas... parce que je raconterai la suite. Allez-y, monsieur. Vous n'êtes pas de Toulouse? Non, pas du tout. Ils ont croisé un lama avec un dromadaire. Bien joué, un lama avec un dromadaire. mais faut Alors, les ils faire boire. pensaient, alors écoute bien, ils pensaient, les scientifiques, ils ont mis 10 ans pour arriver à ça, et leur idée, c'était qu'ils soient travailleurs comme le lama, et sobres comme le dromadaire. C'est pas vrai. Et ils ont eu l'animal, il boit comme le lama, il faut rien comme le dromadaire. C'est vrai, ça, monsieur? C'est génial. Non, je sais pas s'il boit comme... C'est ce comme qu'il y avait ça, écrit dans le mais journal. Il y en a qu'un seul exemplaire au monde. Hein. Ah, c'est une grosse flemme, à ce qui paraît. Il faut rien du tout. Est-ce que vous avez pensé à croiser, je sais pas, moi, par exemple, un boa avec un hérisson pour faire du fil barbelé? Comme dans Le Petit Prince. Ah bon, c'est dans Le Petit Prince? Et dans Picsou Magazine aussi. Mais non. Mais non, mais dans Le Petit Prince. Bah, écoutez, monsieur, on est très content que vous ayez 2 orses. C'est pour l'aspect touristique de la chose. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire-là? Passer sur Europe 1. Ouais. Ce qui m'intéresse, moi je suis passionné d'animaux et puis étant donné que c'est quelque chose de très rare, j'avais l'occasion de pouvoir le réaliser, donc je l'ai réalisé. Vous l'avez trouvé où d'ailleurs votre premier zèbre? Comment on peut avoir un zèbre? Un zèbre, ça s'achète par l'intermédiaire de Sur Internet. en animaux. C'est pas comme ça que ça se Au passe. téléachat. Tu prends un poney, tu prends le truc de peinture de Stevie, tu te fais un zèbre. Bon, on vous remercie, monsieur Lefebvre. C'était une belle information que j'ai trouvée C'est moi qui vous remercie. dans France Soir ce matin, d'où l'idée de vous appeler. On ne le regrette pas. Hein. Merci, au revoir. Bravo, monsieur Lefebvre. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez l'histoire c'est l'histoire du patron de zoo qui écrit en Afrique, qui Vous veut avez avoir 1 des minute chacals. 30 pour la raconter. Il veut acheter des chacals. Il dit, envoyez-moi 2 chacals. Il regarde sa lettre, il la déchire. Il dit, envoyez-moi 2 chacos. Il regarde sa lettre, il la déchire. Il dit, envoyez-moi un chacal. PS, pendant que vous y êtes, mettez-en 2. C'est joli. Alors, puisqu'on a un peu de temps encore, très vite, une info qui nous vient de Nantes. Bon, c'est pas très gai parce que c'est un monsieur manifestement pervers qui habite Nantes, qui a 34 ans, qui a été surpris dimanche vers 3h en flagrant délit alors qu'il filmait les ébats d'un couple à leur insu. Mais pas filmé n'importe comment parce qu'il avait réussi à s'introduire dans l'appartement par la porte laissée ouverte et le couple a fini par s'en rendre compte et a prévenu la police. Oui. Ça devait être bien comme soirée. Comment ça? Bah parce que pas s'en rendre compte pendant un quart d'heure qu'il y a un type qui te filme, c'est que ça devait être formidable. Ah oui? Non, mais ils s'en sont rendus compte quand le mec leur a demandé un stylo. Non, c'est étonnant ces infos-là quand même. Hein. C'est un peu angoissant. Ça vous est déjà arrivé, Annie, d'être filmé? Non, pas d'être filmé, peut-être pas jusque-là, mais Si. de vous apercevoir qu'on vous regardait au moment où vous étiez en train de... Non, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Je crois que c'est arrivé à ma copine Péricochin. C'est pas vrai. Elle vous mélangez. Je crois même qu'une fois c'est arrivé à Perry qu'elle fasse ça et que personne ne la regarde. Alors, c'était il y a 2 ans, je crois. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Annie Lemoyne, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Stéphane Pocrin. Qu'est-ce qui se passe? Je vous vois vous marrer entre vous et moi je participe pas, alors ça me va pas ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, moi, ça me pas moi, je sais pas. Non, Stevie était étonné qu'on sache qu'il est passé le permis le 18 juillet. On parlait de ça, du fait que maintenant, avec le email en direct, on est pisté. Alors on sait que Pocrin, il demande un stylo, Stevie passe le permis, lui il repeint Dieu sait quoi, Annie ne fait jamais l'amour en public, des choses comme ça. Et ben, besoin d'email pour savoir ça, mon cher ami. Oh Annie, j'ai quelque chose à vous proposer. Tiens, justement, c'est dans le Parisien. À propos d'amour en public, j'ai quelque chose à vous proposer. Pas du tout, pas du tout. C'est on peut le dire, c'est la marque Dim qui lance les bas sur coussinet. Ça vous intéresse? Vous portez, j'imagine, de temps en temps des bas? Oui. Hein? C'est pour que le pied se fatigue moins, c'est ça? Exactement. C'est un peu le même principe que les chaussures Nike. Vous savez, la fameuse basket Air. C'est-à-dire que les mini collants que vous allez pouvoir porter maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir des Air Lemoine. Air Jordan. Les mini collants sont équipés de petits coussinets en mousse sous le talon et juste derrière les orteils, exactement là où les pieds prennent appui sur le sol quand vous marchez tout doucement, ou très vite d'ailleurs, ma chère Annie. Ça doit pas être mal. Hein. Et donc d'un seul coup, ça va vous donner une petite. Vous voyez, En plus, c'est pour toi, ça, c'est des pas mi-bas. très sexy quand même. C'est des mi-bas. Hein, les coussinets. T'aimes bien quand même avoir la petite marque rouge là au niveau des mollets quand tu les enlèves après. Ça, en cul l'amour, il y a pas pire. Comment ça? Ah bah quand on enlève les mi-bas d'une jeune fille et qu'il y a une grosse marque rouge autour des mollets, ça c'est Prends pas une très vieille, joli. on voit moins la marque. Eh bien oui. Et quoi? Non, mais il dit une jeune fille. Pourquoi une jeune fille? Une fille. Quelque chose trouvé dans l'Humanité ce matin, sous la plume de Fanny Doumerou. Elle nous apprend
qu'à l'aéroport de Heathrow, vous savez où c'est ? À Londres. À Londres, bravo. Eh bien, 6 Brésiliens ont été refoulés. Ils ont déclaré qu'ils venaient en Grande-Bretagne. C'est souvent les douaniers demandent alors pourquoi vous venez ici. C'est la règle en matière d'immigration, même si elle est temporaire. Alors pourquoi vous venez ? Alors, ils ont dit on vient assister au festival de Will Matthew à Liverpool, qui célèbre les fils célèbres de la ville, c'est-à-dire les Beatles. Et les services de l'immigration se sont dit on va vérifier si vous venez vraiment pour assister à un festival Beatles. Et ils ont fait passer un test de connaissance aux Brésiliens sur Yoko Ono, Ringo Starr. Et les douaniers, ils ont rien à foutre. Comme les Brésiliens ne connaissaient pas Yoko Ono et ont répondu que Ringo Starr était mort, ils ont été interdits d'entrer sur le sol britannique. Non. Le maillon faible. Ah, je m'attendais pas à cette chute. C'est incroyable. Je m'attendais qu'ils répondent pas aux questions, donc on fouille leurs affaires et on trouve de la drogue. Non, pas du tout. Comme ils n'ont pas su répondre aux questions sur Ringo Starr et Yoko Ono, hop, interdit d'entrer sur le sol britannique. On s'est dit, ils viennent pas à un festival de Beatles. C'est illégal. Mais si, ils viennent pour l'immigration clandestine. Mais non, mais c'est complètement illégal. Je veux pas refouler quelqu'un. Mais bien sûr que télévisé. Mais bien sûr que si. En France, c'est pareil. Maintenant, avec Sarkozy a fait passer une loi. Si on connaît pas les chansons de Michel Sardou, on rentre pas en France. Moi, je me méfie un tout petit peu. Ouais. Comment s'appelle le nom de l'auteur de l'article ? Fanny Doumerou. Parce qu'il me semble bien que c'était la même qui hier dans l'UMA avait écrit le papier pas de cantine pour les enfants de chômeurs. Exact. Or, en fait, en cherchant, c'était pas de cantine pour les gens dont les 2 parents ne travaillent pas. C'est une nouvelle rubrique de l'Humanité qui s'appelle Ils ont osé le faire. Ah oui, elle a osé l'écrire, quoi. Ah non, écoutez, ça a l'air vrai puisque elle ne peut pas inventer les paroles du porte-parole justement du ministère de l'Intérieur en Angleterre, qui dit quiconque veut entrer dans le pays doit convaincre les agents qu'il satisfait aux règles de l'immigration. S'ils disent qu'ils viennent pour assister à une manifestation, les agents doivent vérifier que c'est vraiment le cas. Voilà, les Brésiliens faisaient partie d'un groupe de 72 personnes qui ont subi le même traitement et donc 72 ont été interrogés, 6 ont été refoulés, les autres ont pu aller. De toute façon, l'immigration c'est toujours bizarre. Il y a des questionnaires notamment quand on va au Canada. Il y a notamment une question qui m'a toujours pétrifié, c'est est-ce que vous faites partie d'une organisation terroriste ? Et 2, est-ce que vous transportez des armes à feu ? Moi, à chaque fois, j'ai marqué oui, mais chut. Ouais. Non, alors j'ai la réponse que moi aussi ça m'a étonné. C'est marrant que tu parles de ça. J'allais justement en parler. Vous savez pourquoi ils mettent ça aux États-Unis aussi ? Avez-vous des armes à feu ? Parce que comme ça, si vous avez des armes à feu, ils vous mettent tout de suite en tôle pour faux témoignage. Et comme ça, il y a un flagrant délit tout de suite. Ah, c'est la raison ? Exactement. Alors, quand on vous demande, est-ce que vous avez visité une ferme, par exemple ? Ah ben non, c'est différent. Ça, c'est pour les maladies infectieuses. Parce que ça, on nous demande aussi quand on va au Canada, est-ce que vous avez visité une ferme ? Avec une arme à feu. Est-ce que vous avez un Zork avec vous ? Est-ce que vous avez braqué un fromage de brebis ? C'est curieux quand même cette info sur les Beatles à Londres. J'aimerais savoir si vous seriez capable de rentrer en Angleterre. Alors, par exemple, moi je dirais que je vais me promener et puis vous, Annie Lemoine, écoutez cet extrait-là. Je connais. Putain, c'est affreux. Something. Alors le titre ? Philippe a été avant moi. Something. Et il me semble bien que c'est même une chanson de George Harrison. Alors vous rentrez en Grande-Bretagne, Philippe Vandel, parfait. Bon, Michel Sardou, pour voir si je peux revenir ici. On va essayer sur Stevie. Allez, Stevie, allons-y. Ça je sais. Ah, mais je connais l'air, mais je connais pas le titre de la chanson. My Sweet Lord, George Harrison. C'est les Beatles. C'est pas les Beatles. George Harrison, My Sweet Lord. C'est George Harrison tout seul, My Sweet Lord. Vous rentrez en Angleterre. Oui. Attention, on va essayer d'aller à un autre extrait. Bon, Stevie est éliminé. Jean-Luc Lemoine, vous avez rien à foutre en Angleterre. Si, moi je veux bien. Bon, alors un concours entre Poquelin et Jean-Luc Lemoine. Attention. Le premier qui fait le bumper. Le titre. Je connais. I want you hold your hand. Bravo Jean-Luc Lemoine. Merci Philippe Vandel qui a bien soufflé. Jean-Luc Lemoine, Annie Lemoine. Non, Vandel monte en Angleterre. Non. Est-ce que tu peux traduire le titre ? Je veux tenir ta main. Voilà. D'accord. C'est la reprise de la chanson de Sheila. Prends ta main et prends la mienne, j'ai reconnu l'air. D'accord. Et Stevie et Stéphane Poquelin resteront sur le sol français, refoulés. Écoutez, Mylène Farmer. Comment il va, Mylène ? Franchement, je vous avouerai que je suis vachement choqué par tout ce qu'il y a parce que j'ai pas regardé la télévision et ni les journaux pendant 2 mois. Je ne savais même pas qu'il y avait tant de décès à cause de la canicule. Je ne sais même pas si Mylène va bien, si elle est vivante ou morte. Je ne sais. Elle est un peu tapée. Je suis complètement out of the world. Ah oui. Voilà. Comment vous dites ? Out of the world. Out of the world. En dehors du monde. Ah, d'accord, ok, très bien. Voilà, on fait des jeux de mots bilingues maintenant, on va comprendre. Leclerc se lance dans la vente de voitures à prix
cassé. Moins 30%. C'est Michel Leclerc, hein, c'est le frère de l'autre. Ah oui, c'est pas Evelyne Leclerc. C'est celui qui déjà avait lancé les cercueils moins chers. Ah, mais là, il a plus de cercueil, justement, à cause de la canicule. Il vend les bagnoles. C'est pratique, c'est un accident de la route, Rock Éclair après. Voilà, Rock Éclair, ça s'appelait. Ça, c'était un vrai succès. Il s'est planté avec d'autres choses, hein, parce qu'il avait lancé aussi, je crois, les ULM lance-roquettes, les auto-écoles. Les ULM lance-roquettes. Oui, je vous jure. Ah, l'armée française va bien. Non, mais attends, c'est quoi? Ah ben, Michel Leclerc, c'est un titre du Parisien ce matin. Michel Leclerc abonné aux échecs commerciaux. Bonjour, je suis un ULM lance-roquette. Ou, s'il vous plaît, je voudrais aussi... c'est pour le Hezbollah. Ah bah, dans l'ULM lance-roquette, c'est pour quand Nicolas Hulot passe au-dessus du domicile de Roselyne Bachelot. Et je voudrais un lance-pierre nucléaire, s'il vous plaît. Et les auto-écoles, il s'était lancé aussi dans les auto-écoles. Il a essayé les taxis et les ambulances, les crèches bilingues aussi, et même les instruments de musique. Mais là, il s'était planté. Il a réussi avec les cercueils moins chers. Et là, il se lance donc dans la vente des automobiles neuves, 30% moins cher qu'ailleurs. C'est son objectif. Il le précise d'ailleurs ce matin dans France Soir. Il dit: je compte prendre un quart du marché français. Il dit pour l'ensemble des consommateurs français, ce sera vraiment une nouveauté, d'autant qu'il lancera les modèles de voitures prêts à partir. Alors il y aura toutes sortes de voitures, aussi bien Peugeot, Renault, Toyota, enfin je vous en passe, toutes les marques seront présentes dans ces magasins. Et en plus, il lance le modèle prêt à partir. C'est-à-dire que le client vient et il repart tout de suite avec la voiture. Plus besoin d'attendre plusieurs jours en se demandant si la voiture sera livrée ou non. Ça, c'est une vraie nouveauté. Ouais, il faut dire qu'il n'a pas le choix, le client, il y a que celle-là sur le parking. Non, mais si ce qu'il dit est vrai, ça peut marcher. Enfin, il dit, voilà, une voiture, ça se décompose comme ça, en 4 quarts. Il y a un quart pour ce que ça coûte, la fabrication, il y a un quart pour la TVA, il y a un quart pour la distribution. Il reste un quart sur lequel moi je peux jouer. Bah, s'il le fait, c'est bien. En tout cas, moi, j'aurais aucun scrupule à acheter une voiture chez lui. Il y a une directive. Et ça rentre dans le caddie. Non mais c'était pas possible avant parce que maintenant il y a une directive. T'imagines les voitures Leclerc, c'est une voiture, dès qu'il y a une feuille de salade sur une route, il y a la roue qui coince. C'est surtout même métal que leur caddie. Surtout il y a une roue qui touche pas le sol, qui tourne sur elle-même. Vous iriez, Vandel? Bien sûr, parce qu'en fait ça vient d'une directive de l'Union européenne ou de je sais plus comment on appelle ça, qui dit que le fait qu'il y ait un monopole des marques pour la vente de leurs voitures, c'est-à-dire Peugeot n'a le droit de vendre que des Peugeot, ce monopole va sauter. Donc maintenant n'importe quel concessionnaire peut vendre n'importe quelle marque, comme pour ouais, mais il faut voir les après t-shirts aussi, ou les montres tout le suivi, parce que c'est bien de les vendre. Exactement. Parce que après c'est les pièces détachées. C'est vrai que les concessionnaires aussi, il y a comme une garantie et puis ça suit. Est-ce que eux on a l'impression d'avoir un VRP de la vente. Non mais là moi j'ai non mais alors je voudrais acheter soyons sérieux. Moi j'ai fait 200 KF l'année dernière. J'attends vos chiffres, messieurs dames. C'est vrai que les vendeurs de bagnoles, c'est quand même un métier génial. Ah ouais, c'est une caricature. Il n'y a pas eu beaucoup de sketchs. Tiens, Jean-Luc, ça vous devriez lancer. Si Yann Romanoff n'a pas eu l'idée avant vous. Attends, Casino se lance dans les voitures. Tu verras de mon Romanoff si elle est pas sur le coup. Non mais écoutez, ça peut marcher cette histoire. Hein. C'est effectivement un nouveau règlement européen. Il s'attaque à un nouveau monopole, celui des concessionnaires auto. Ça va faire la gueule quand même dans les autres magasins. Et puis ils vont baisser les prix. Ça, ils vont faire la gueule, ils vont baisser les prix. Puis ils vendront des pizzas surgelées. Ouais. Pourquoi pas. Allez, je vous emmène à Caen. Caen, c'est en Basse-Normandie, évidemment, à Lemoine. Qu'est-ce qui se passe à Caen, à votre avis? Il y a un magasin qui va fermer, et c'est très triste. C'est un drame pour tous les canets. Ça m'a fait de la peine, j'ai lu l'article, ça m'a fait de la peine. Ah, vous savez. Il y a tout un qui ferme. Quoi? Il y a tout un qui ferme. Tout un? Toutain, la droguerie Toutain. J'avais pas le nom, moi. Chez Toutain. Je savais que c'était la plus ancienne droguerie de Caen, et non seulement la plus ancienne, mais la seule et unique droguerie qui restait à Caen. Elle avait ouvert en septembre 1955. Il y aura des bureaux. On pourrait peut-être appeler pour savoir et dire au revoir à la droguerie. Ils sont encore là? À la droguerie. C'est ça qu'on appelait avant, moi, quand j'étais petit, on appelait ça le marchand de couleurs, non? Exactement. Ouais. Le marchand de couleurs. C'est vrai qu'il y en a plus de droguistes et de marchands de couleurs. Et c'est Leclerc qui a tout pris. Non, mais voilà, vous en connaissez, vous, des drogueries encore? Des drogués? Non, des drogueries. Ah, on va chez Toutain. C'est à Caen. Et ça a fermé. Je vous rappelle le montant de la valise. Bah, ça a déjà fermé. Qu'une seule sonnerie. C'est samedi que ça ferme ses portes. Il n'y a plus que quelques jours pour aller à la... Vous êtes bien chez Marie-Josée Anne-Lise, vous pouvez nous laisser votre message après le bip. Au revoir. Ah bah ça a déjà fermé alors. Allô Anne-Lise, oui. C'est Stéphane Pocrin, je voulais te rendre ton stylo. Ça a fermé ou on s'est trompé de numéro? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le direct. Hein. Ah oui, je pense que Paulette a ses doigts qui ont ripé manifestement. Parce elle a grossi des doigts, elle a appuyé sur 2 touches en même temps. Paulette est notre assistante, c'est elle qui compose c'est 02 quand les numéros, voilà. Vous donnez l'indicatif de quand, vous? Bah oui, 02. Parce que l'habitude, les Parisiens font toujours 01.
Ah, vous croyez qu'elle a Non, fait mais ses ça erreurs? va, tu arrêtes de prendre Paulette pour une abrutie non plus. Elle sait très bien tout ça. Ma popo. Alors, on recommence alors. Attention, la droguerie de Caen qui va fermer samedi. Elle est ouverte depuis 1955. C'est effectivement peut-être une des rares villes où il y a... Non mais c'est précieux une droguerie dans une ville, on se rend pas compte, mais vous voulez nettoyer un meuble en bois, il y a des trucs comme ça, et eux ils vous conseillent vachement. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est Europe 1, Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes en direct sur l'antenne d'Europe 1 et on voulait vous saluer puisque je crois que samedi prochain, votre droguerie va fermer, hélas, à Caen. Oui. C'est vrai? Oui. Oui. Pourquoi vous allez fermer? Parce que j'ai l'âge. Ah, voilà, vous partez en retraite, mais vous pouvez pas laisser le magasin, je sais pas, à de la famille. Je suis pas en direct là au moins. Si, Bien si, sûr. si, madame. Et on voulait vous... Oh, dis donc, elle est aimable. On se demande pourquoi il y a personne. Revenez. Allô, madame. Elle a mis sa main sur le combiné. Allô, Il y a pas allô personne à côté d'elle. Elle a pas raccroché. Elle veut pas partir. Je sais pas. Elle doit être intimidée. Ah, si, elle a Elle a raccroché. raccroché maintenant. Bah, elle a des trucs à faire, faut qu'elle range. Bon, bah tant pis, voilà, au revoir à la droguerie. Nous, on avait la même, maintenant on s'en fout. Nous, on peut trouver d'autres produits de la droguerie dans un supermarché. Dans un supermarché, il vient de faire tomber l'eau. Dans un supermarché. Dans un supermarché. Et voilà pourquoi ça marche plus. Les... Mais oui, mais les conseils, les petits trucs, quand tu veux découper des carreaux, des choses comme ça, il y a des trucs fabuleux dans les commerces de proximité. Non mais là, les auditeurs n'ont pas vu, mais Steve vient de renverser mais lamentablement une bouteille, donc je comprends mieux pour comment il peint son plafond au Steve. S'il est aussi habile, et c'est normal. C'est triste quand même, Bah moi, oui. je trouvais. Bah ouais. Un homme, tiens, autre chose de triste, s'est jeté du 2e étage de la Tour Eiffel à nouveau. Je dis à nouveau parce que c'est déjà arrivé pendant l'été. Ah bah c'est bien qu'il retourne un peu à la Tour Eiffel, hein, parce que c'était sur la Grande Roue, c'est pas rigolo ça. Ah oui, alors voilà. Vous avez vu ça? Pourquoi Mais il y a des oui, morts, il y a des morts je plus trouvais drôles que que d'autres? c'était un des faits divers les plus tristes de... Une femme s'était jetée de la oui. Grande Roue des Tuileries Il y en a le eu deux. mois dernier. Il y en a eu deux. C'est une fausse information. Elle s'est pas jetée, elle voulait attraper la queue du Mickey. Quelle horreur! Enfin, Jean-Luc! Alors là, ce qui est dingue, c'est que ça arrive de plus en plus fréquemment. Là, c'est hélas un jeune garçon né en Espagne, il s'appelle Carlos, mais vivant en France, en Seine-Saint-Denis, qui s'est jeté dans le vide en s'élançant depuis une poutre située sous le 2e étage. Il a heurté la structure métallique. Et il faut savoir que la semaine dernière, une dizaine de touristes avaient déjà assisté à ce genre d'événement. Et pire que ça, un couple de touristes avait immortalisé involontairement une touriste américaine qui s'était jetée de la Tour Eiffel parce qu'ils étaient en train de faire une photographie du couple. Il y avait, je crois, le fiancé en bas, la fiancée en haut, ou le contraire. Et au moment où il a pris en photo sa fiancée qui était au 1er étage de la Tour Eiffel, sur la photo, on voit l'américaine. On qui est sûr passe. de ça? On a vu la photo? Moi, Ben, je l'ai il vu, paraît. oui, je l'ai vu. Est-ce que c'est pas du pipeau? Vous vous souvenez de cette photo formidable du type, enfin, formidable, du Mont Noir, le type qui pose au sommet des Twin Towers et on voit l'avion qui arrive. En fait, c'était un montage. Non, mais là, c'est pas un montage parce que manifestement la Tour Eiffel a confirmé. J'ai vu la photo, ça a été publié cet été dans je sais pas dans quel magazine. La Tour Eiffel qui a pris feu cet été, vous vous rappelez ça? Ouais. Ça, elle a pris feu? Oui, le dernier étage. oui, le dernier Un local étage. technique. Mais ça pas bien. Out of the world. Toi, t'étais out of the world. T'étais out Total. of the world. Et blague. imagine. Non, c'est pas une blague. Et puis C'est une Stevie. blague. Attends, Il y a peu de Tour Eiffel, vous n'êtes pas non. des. Mais Non. si, je déconne. Non, On ici, va le attends. rassurer, on va le rassurer. Stevie, quand même, Non, mais franchement, c'est vrai ou c'est Non, Attends, mais c'est vrai. On a trouvé du pétrole, donc il y a une flamme en haut. Non, mais arrête. Non, si, elle a pris feu. Non, elle Non, a mais pris feu. sérieusement, Mais coup de Stevie. bol. Ouais, c'est des conneries. Ok. ça. Non, mais attends. C'est pour ça, elle clignote plus normalement, il y a le haut qui s'allume plus, j'ai remarqué. Et Ah ouais. t'as été Mais au pourquoi courant quand même comment ça s'est déclenché le Ah non, feu mais t'étais peut-être out of the world, mais maintenant, il faudrait être in the actu, hein. Ah non, non, mais Monsieur Delanoë est allé sur place le lendemain. C'était un feu, un câble électrique qui avait. Mais feu. Ah oui, on a évacué les touristes de la Tour Eiffel. Ça avait fait d'ailleurs, j'avais trouvé curieux que le journal de France 2 à 20h n'ouvre pas là-dessus, parce que même si c'était effectivement quelque Ok, ça a dû chose, le faire. eh ben voilà, effectivement, même si c'était quelque chose d'anodin, parce qu'il y avait effectivement eu aucun drame, tout s'est passé normalement, les gens ont été évacués, il n'y a eu aucun souci. Il n'empêche que c'était spectaculaire, et c'est vrai que TF1 avait ouvert son journal de 20h avec la Tour Eiffel en feu, et quand on voit ça, on reste scotché évidemment devant l'écran. Et sur France 2, ils ont attendu 20h25 pour nous dire ouais, il y a un monument à Paris. Bon, enfin bon. Mais quand on dit feu, c'était vraiment un big feu, quoi. C'est Non. quelque chose qu'on Non, a. pas un big feu. Non, c'était pas un big feu, tu pouvais faire des brochettes, hein, franchement. Mais elle était out of the world, mais t'as qu'est-ce quand même qui s'est entendu passé parler encore T'étais où? T'as entendu parler Mais c'était d'alligator au Mans. dans le métro? Ah, mais t'es au Mans, le Mans, il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont le téléphone au Mans, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont la télé, t'étais au Mans. Tu sais, moi, je T'imagines sors pas beaucoup, Mais moi. les Je reste gens chez du Mans moi, qui- je ne bouge pas. Mais t'as entendu parler d'alligator dans le métro quand même? Non, mais arrête tes Non, mais conneries. sérieusement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire alors qu'il est arrivé cet été, qu'il ne sait pas? La baisse du livret A, Stevie, ça veut. Non?
Bah, la vraie livret A, ouais, j'en ai pas. Bon, donc, Arthur a été cambriolé cet été, ça c'est important. Bon 500 €, hein. C'est tout. Et non, ça lui fait. Ah non, il s'est plaint, hein, non, je vous jure. Mais je rigole pas de faire ça que ça. Attends, je comprends pas. On l'a cambriolé, il y avait que 500 €. Je rigole pas, il est plié en deux. Dans sa villa de Saint-Trope, il était parti à la plage avec Estelle. C'est le drame de l'été. Pas qui était parti, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la villa et qui a piqué 500 €. Donc Estelle a un alibi. Ah non, c'était alors et après non mais comment on le sait parce que dans les journaux il s'est plaint en disant que c'était à cause de VSD qui avait publié sa villa en photo pendant l'été, ce qui d'après lui aurait incité le cambrioleur à lui subtiliser toute sa fortune. Et voilà, pour vivre au vivant caché. Vous voulez savoir d'autres choses? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été? Qu'est-ce que j'ai? Moi, je note tout ce qui se passe pendant l'été, je peux vous dire. Il y a l'histoire de Silvio Berlusconi aussi, hein, quand même. Avec la polémique avec les Allemands. Voilà. Ça, je sais, ça. Ah, ça, bon, ça, il sait. Ça, c'est allé jusqu'au monde. Et qu'est-ce qui s'est passé au Mans, alors, cet été? Je sais rien. Si, il y a eu le retour en première division. Ah, bah oui, il y a eu. T'as été au match? Le MUC, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Le MUC, c'est le club de football du Mans. Le MUC, ça s'appelle? C'est joli comme nom, hein, le MUC. Ouais, ça veut dire quoi d'ailleurs? Mais ils sont bons. Ils sont bons le Mans. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont gagné contre Nantes la semaine dernière. Toi, Jean-Luc, qui sait toujours plus sur le football. Ils ont perdu. Nantes a gagné. T'es sûr, ils ont perdu? Alors, puisqu'on est dans le football et que ça vous intéresse, Jean-Luc Lemoyne, saluons quand même une victime de la dernière journée de championnat de football, le joueur monégasque Shabani Nonda. Vous y étiez? J'étais juste en face de l'accident. Et t'as entendu presque le bruit? Non, quand même pas. Mais j'ai vu, honnêtement, c'était pas intentionnel. Et il est mal retombé. Enfin non, c'est José Pierre Fanfan qui est quand même un bel athlète qui est retombé dessus. Ça c'est le joueur du PSG. Et voilà, c'est ça, et qui lui a bousillé le genou. C'était terrible. Mais je crois malheureusement, en tout cas, contrairement à ce qui a été sous-entendu à certains moments, c'était vraiment un accident quoi. Bah, en plus ils sont copains, donc pourquoi est-ce qu'il aurait abîmé son copain? Oui, il faut savoir quand même qu'à la fin de la saison, le joueur qui a fait ça, il retourne à Monaco normalement. Donc à mon avis, il aurait pas fait ça intentionnellement. Ouais. Et il faut savoir que Shabani Nonda ne rejouera pas cette saison. Du tout de la saison. Non, il est out of the saison. Non, mais c'est terrible parce que c'est un joueur qui quand même était un des meilleurs buteurs du championnat l'an dernier. Le meilleur buteur. Le meilleur buteur du championnat l'an dernier. Et puis mais il y a quand même une malédiction parce que l'autre meilleur buteur du championnat qui est Pauletta, qui était engagé par le PSG, il met plus un caramel. Mais arrête, je l'ai vu encore dimanche, il a marqué un but. Ah oui, mais ils ont perdu 4-2. Oui, mais ça vient pas de lui, hein, le problème, je t'assure. Oui, non, mais c'est terrible, il y a une malédiction sur le PSG. Pauletta, tu es la reine des paupiètas. Ils prennent le super entraîneur, ils prennent le super attaquant. C'est de l'inhibition. Il faut prendre un psy maintenant. En tout cas, on va suivre évidemment tout le championnat de foot cette saison grâce à Jean-Luc Lemoyne, notre Thierry Roland. Notre consultant. J'espère ne pas avoir le même problème que Thierry Roland parce que j'ai tout lu moi dans Télé 7 jours et tout ça. Et donc, il va très bien. Problème, Thierry Roland. Oui, c'est qu'il a failli. Une ablation de Jean-Michel Larquet. Non mais rassure-moi, il va mal? Non, il va très. Moi, j'en suis venu commenter le match, il allait très bien. Direction Monaco, justement, et non pas pour parler football, mais pour parler culture, un peu d'art, nous fera du bien, d'autant que c'est la dernière semaine, si jamais vous êtes dans la région monégasque, pour aller assister à une exposition, l'exposition Super Warhol. J'ai au téléphone Catherine Aletchenkov, j'espère que je n'écorche pas votre nom, madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des événements culturels au Grimaldi Forum de Monaco. Oui. Et c'est vous qui, entre autres, avez installé cette exposition Super Warhol au Grimaldi Forum. C'est jusqu'au 31 août, nocturne jeudi. Nocturne jeudi jusqu'à 23h et justement jusqu'à dimanche 21h. Donc faut venir, c'est une très belle exposition. C'était tout l'été? C'était tout l'été, du 15 juillet donc à la fin du mois d'août. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde? Oui, on a presque plus de 1200 visiteurs jour. On a déjà plus de 36 000 visiteurs qui sont venus au Grimaldi Forum. Alors, est-ce qu'on peut, je sais pas, rappeler peut-être pour les non pas les plus incultes, parce que tout le monde ne connaît pas forcément très bien Andy Warhol, mais en tout cas, rappeler pour ceux qui connaîtraient mal l'œuvre et le garçon, qui était Andy Warhol et ce qu'on lui doit. Warhol est avant tout connu pour avoir puisé dans la culture pop et effectivement avoir récupéré tous les sujets représentatifs de la société de consommation américaine, avoir travaillé la sérigraphie, et la chance que nous avons, c'est que nous avons pu réunir dans un espace de 4000 mètres carrés près d'une quinzaine de très grands formats de sa période tardive des années 80. Ça a été vraiment le focus de Germano Célente lorsqu'il découvre notre espace Ravel.
il a l'intention de réunir les très grands formats qui sont peu connus dans l'œuvre de Warhol. Coca-Cola aussi quand même. Coca-Cola, bien sûr, il y a une partie historique où on voit effectivement où est-ce qu'il a tiré toutes ses influences, et puis les Marilyn Monroe, les soupes Campbell, les Brio Boxes. On voit tout ça chez vous ? Oui, on voit tout ça. On a presque 400 pièces et beaucoup de documents photos. On a eu la chance de rencontrer des photographes qui ont suivi la carrière de Warhol et qui ont rapporté des très beaux témoignages de la Factory. Moi, j'avais vu l'expo Warhol au Tate à Londres l'année dernière. Est-ce que c'est la même ? Je l'ai pas vu, mais il est tout à fait certain que peut-être notre différence, c'est que comme on avait cet espace qui s'y prêtait, on a vraiment voulu plonger l'espace des Maliforum dans un univers pop. On a même pendant l'été programmé des concerts. John Cale, Lou Reed sont venus. Il fallait vraiment pour nous évoquer cet univers pop qui reste très contemporain quand on en croit, quand on juge par le nombre de visiteurs qui sont encore fascinés par cet artiste. Et j'ai vu hier soir aux infos à la télévision, je sais plus si c'était chez PPDA ou chez Pujadas, mais en tout cas une des muses, ou en tout cas une des femmes qui ont servi de modèle à Warhol, Ultraviolet elle s'appelle. Oui, et elle a toujours les cheveux violets. Elle a toujours sa perruque violette, oui, exactement. Et elle est dans l'exposition à se balader tous les jours ou... Non, c'est ponctuellement, elle venait. Elle a très gentiment été notre merveilleux témoin de cette époque. Andy Warhol, vous aimez Annie Lemoine ? Oui, ça représente une époque surtout, quoi. Et je me demandais la cote d'un Warhol, quand on veut s'acheter par exemple un tableau d'Andy Warhol, est-ce que c'est possible et combien ça coûte ? Écoutez, vous allez regarder si vous avez assez sur votre livret A, parce que grosso modo, c'est entre 500 000 et 4 millions d'US dollars. Ah oui, quand même. Alors vous voyez, ça c'est à vous. Bon. Oui, mais le problème c'est que si vous, les livrets A, ils sont plafonnés. Mais Andy Warhol, il me fait toujours penser à quelqu'un. Alors je sais pas si le nom que je vais vous donner est exact. C'est Liechtenstein. Et vous connaissez ? Oui. Mais qui a commencé à peindre comme ça ? C'était Andy Warhol ou Liechtenstein ? Parce que les deux, je trouve ça hyper semblable. Donc il s'y connaît notre Stevie alors. J'adore ça. Il est in the peinture. Il a effectivement Liechtenstein, il travaille également cet univers, mais il l'a traité techniquement différemment. Voilà, lui c'était avec des petits points. Voilà, exactement. Parce qu'il faisait c'était des agrandissements de BD plutôt Liechtenstein. Oui, tout à fait. Voilà que Stevie se met à parler peinture dans cette émission et pas seulement de celle de son plafond. L'exposition Super Warhol au Grimaldi Forum, c'est 10 avenue Princesse Grasse pour ceux qui connaissent Monaco. Si vous êtes dans la région. J'ai dit pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi 10 avenue Princesse Grasse. Et dites, il y a une douane pour arriver parce que je me demandais si à la principauté on vous demandait de chanter comme pour aller à Londres comme un ouragan. Si vous connaissez pas comme un ouragan, vous rentrez pas, non. Non. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. C'est encore toute la semaine. Il y a une nocturne jeudi soir. On vous remercie, Catherine Aletchenkov. Vous êtes directrice des événements culturels au Grimaldi Forum de Monaco. Elle va repartir quelque part en Europe ou en France. C'est prêteur. Non, c'est one shot et après c'est terminé. Donc, on démonte. On la voit nulle part ailleurs. Voilà. C'est la dernière semaine exposition Super Warhol. Et juste une question, les toiles que vous avez regroupées dans cet espace à Monaco, c'est des toiles que vous ont donné des particuliers, c'est des toiles de la descendance d'Andy Warhol. On a des prêts essentiellement venant du musée Warhol de Pittsburgh et puis également des fondations américaines et des collectionneurs particuliers pour les portraits. Au niveau descendance, il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Ouais, il est. Ah, ça je sais pas. Il était gay? Voilà une question de Stevie. Je sais pas. Vous pouvez répondre? Joker. Donc il était gay. Merci. 50-50. Appel à un ami ou avis du public? On vous remercie, Catherine Aletchenkov. À bientôt, merci. J'aime bien qu'on parle de temps en temps un peu comme ça de peinture, ça nous change. On peut aussi parler tennis, puisqu'en ce moment aux États-Unis, vous savez, c'est Flushing Meadows. Et alors là, notre Grosjean national, il a pas fait fort pour sa première sortie. C'est sa dernière sortie. Ouais. et en plus, il avait 2 ou 3 balles de match et il aurait pu gagner. Je sais pas si, moi je peux vous dire. Il jouait contre un costaud ou... Contre un Paraguayen, Ramon Delgado, 158e mondial, qui est surtout connu pour être entraîné par son célèbre compatriote. J'aimais bien ce joueur, Victor Petty. Il est très très beau. La fameuse blague d'oreille. C'est quoi la blague? Le mec regarde, fait Petchi. Bah, il savait plus quoi faire. Oh, dis donc. Oh, c'est pas vrai. Eh bien voilà. Quelqu'un qui se moquait de mes blagues en début d'émission. Non, mes chers auditeurs, excusez-nous, ce sont les risques du direct. On est désolé. Qu'est-ce que t'es con, il est de 8 ans. C'était dans les années 80, ça. C'était grave. Ce genre, t'as la masse.
Tandis qu'Amélie Mauresmo, elle, évidemment, chez les dames, a ses chances, puisque les sœurs Williams, vous savez, ne sont pas là, elles sont absentes, elles sont blessées l'une et l'autre. Elles font tout en même temps, ces deux-là, hein, quand même. Ouais, mais Mauresmo, faut plus qu'elle ait mal nulle part, parce qu'elle a eu le dos, elle a eu le ventre, donc là, maintenant, faut aller au bout. Ah oui, là, elle avait des problèmes gastriques, on nous a dit. Oui, des problèmes de bide, elle a dit elle-même. Oui, oui, oui. Et des problèmes de bide, elle rencontre Petchi. Mauresmo, Petchi. Bonjour. C'est idiot. Non, ah non, mais alors, partir sur une note comme ça, je vous jure. Stéphane Pocrin, vous êtes là pour relever le niveau intellectuel de cette émission. Moi, je pense aux auditeurs qui viennent sur le coup de 18h pour écouter les infos. Il est 58, dire moins 2, et sur quoi il tombe là-dessus. Stéphane, vous aimez le tennis, quoi. Moi, je suis passionné par le tennis. Ah bon? Alors, oui. Non, mais attends, dis-le un peu plus. Allez, dis un truc sur mauvaise blague. Moi, je suis passionné. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le sens. Il a quelque chose. Il est chafouin. Depuis 16h, il est chafouin. Moi, j'ai posé des questions, mais. Il devait, je sais pas, il devait rentrer à RTL, il a pas pu. Il y a un truc. Il s'est passé un truc qu'on sait pas, Stéphane. Peut-être qu'il nous a menti. Il nous a dit, je suis resté 2 mois à Paris, c'était super. Peut-être que ça l'a fait chier de rester à Paris. Non, c'est pas vrai. Non, mais attends, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Savoir si vous avez une favorite parmi celles qui ont encore plus de chance que d'habitude. Je pense que la gagnante sera une Belge. Voilà, alors c'est qu'elle a. Je parie plutôt sur Hénin. Justine Hénin. Ou Clister, ça aussi, évidemment. Il y a aussi Capriati. Et Capriati, elle s'en fait beaucoup alors finalement contre Mauresmo. C'est pas parce que les sœurs Williams ne sont pas là que Amélie Mauresmo a les seconds couteaux. Ses chances. Comment vous appelez ça? Les seconds couteaux. Ah oui, effectivement. Mais là, c'est pour Monica Seles plutôt. Ah non. Allez, on va s'arrêter sur ce mauvais jeu de mots. On se retrouvera évidemment demain. Vous savez, entre 16h et 18h, l'émission dure 2 heures. C'est en direct. Profitez-en du mercredi au vendredi. Il y a quelques émissions enregistrées en fin de semaine. Mais si vous voulez assister à cette émission, il vous suffit d'appeler Olivier Dèche. Est-ce que j'ai le bon numéro devant les yeux? J'ai un doute. 47 23 18 04. Non, ça c'est une droguerie à Caen. 01 47 23 18 04. Si vous voulez assister à On va se gêner Europe 1, il est 18h.